Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Balance. Je suis Dominique Cordier, nous sommes au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e. Il y a du monde à mes côtés, on commence avec Thibaut Ackerman. Salut Thibaut. Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Benjamin Abrami, Paris Turf. Salut Benjamin. Tout le monde, salut. Mathieu Zaccanini, les courses sur RMC. C'est ça, salut Dominique, salut à tous. Salut à tous, on a en ligne Alexandre de Koopman. Salut Alex. Salut Dominique, bonjour tout le monde. Dans la partie 3, Alex, on aura tout à l'heure comme invité Adrien Lamy. Dans quelques instants, notre débat un peu particulier qui m'intéresse avec le cheval et la littérature. Nous recevrons Jean-François Prey, que chacun connaît, ex-TF1, ex-Le Parisien, Teresa Rêvé, auteur de La course parfaite, publiée aux éditions Taillandais. C'est la biographie de François Maté, le portrait du maître entraîneur, et Jean-Louis Gouraud qui vient de publié Fou de cheval. Jean-Louis Gouraud qui a écrit sur le cheval sous toutes ses coutures. Ça, c'est après l'introduction. Dans l'introduction, bien évidemment, c'est la belle journée qu'on a vécue à Vincennes la semaine dernière. On a été gâtés, Alexandre de Koopman. Hein. C'est vrai, on a eu des très belles courses, des beaux gagnants. On a eu une très belle lutte dans le René Ballière avec la victoire de Vivid Waisas devant Étonnant. On a eu une belle victoire de Just Gigolo. Franchement, c'était une journée très, très sympa. On en reparlera de cela, notamment avec Adrien Lamy, double vainqueur, c'est rare, des présidents du Normandie. Le président avec Intuition, le Normandie avec Happy and Lucky. Pour, c'est pas du Daft Punk, ça pourrait. Ça pourrait. Bref, on a eu du beau sport. L'actualité cette semaine était assez calme, il n'y a pas eu de saillance, un match. Non, pas d'actu particulière. Non, rien du tout. Bon, allez, le scoop de Radio Balance, c'est l'organigramme du PMU qui va changer. Première information, Philippe Augier quitterait le PMU. Il était, je vous le rappelle, directeur général. Il quittera donc le PMU et deviendra conseiller particulier du président de France Gallo, Édouard de Rothschild. Vous savez qu'au Gallo, on n'était pas d'accord sur la place qu'occuperait Emmanuel Malcaz-Doublé, actuelle directrice générale par intérim. On aurait aimé qu'elle soit numéro 1 du côté du galop, pas du côté du trot. Finalement, c'est Richard Viel qui prendrait la direction du PMU. Richard Viel est un monsieur qui a été président de Bouygues Télécom, poste qu'il a quitté en avril dernier. Il était libre de tous engagements. Il a 65 ans et il aurait annoncé autour de lui qu'il prendrait la direction du PMU. Emmanuel Malcaz-Doublé resterait directrice générale adjointe. Donc on ne voulait pas à Bercy d'une troïka avec Augier, ce monsieur Viel plus Malcaz-Doublé. C'est donc un tandem à l'ancienne qui devrait prendre les rênes de l'opérateur historique. Nous allons donc dans cette émission parler littérature, mais également trot et galop. Vous êtes sur Radio Balance, c'est parti. Après les actualités, évidemment, avant les chocos, le trot, le galop, il y a une émission que je voulais faire et je voulais avoir autour de moi ceux qui me font le plaisir d'être là, qui nous font le plaisir d'être là. Ce sont Teresa Rêvé, Jean-François Prey et Jean-Louis Gouraud. À eux trois, c'est plus de 200 ouvrages publiés. Pourquoi parler de livres dans Radio Balance ? Parce que d'abord, c'est les vacances et qu'à un moment donné, on ne jouera pas aux courses et puis on sera peut-être sur un matelas à vouloir se changer les idées, à aller ouvrir quelques fenêtres sur un monde que nous aimons bien, celui des chevaux. Et ceux qui sont là, l'ont ouvert à leur façon. On commence avec Teresa Rêvé qui a publié La course parfaite. C'est la biographie de Monsieur Maté, publiée en fin d'année dernière. Un livre qui a ému, qui a enthousiasmé, qui a charmé le monde des courses. C'était pas gagné pourtant, Teresa Rêvé. Bonjour. Bonjour Teresa. C'est pas gagné, Rien n'est jamais gagné. Quelque part, c'était un challenge pour vous parce que c'était un milieu qui vous était totalement étranger. Et finalement, vous en êtes sorti avec beaucoup de maestria. Mais c'est gentil, mais c'est devenu... je connaissais le cheval, je suis cavalière, donc j'avais l'amour du cheval. Je connaissais moins le monde des courses, bien sûr, mais je pense que c'était ce qui était important, c'était d'écrire un livre sur un homme
hors norme, hors du commun, le plus grand entraîneur de pur sang du XXe siècle, élu par ses pairs en tant que tel après sa mort, et lui donner chair, lui donner vie, et offrir au lecteur un livre vivant. Et c'est ma plume de romancière qui a amené ça. Et je me suis prise de passion pour François Maté, ça c'est évident. Donc c'est ce que j'ai voulu transmettre à travers l'écriture. On va en parler tout à l'heure. À nos côtés également Jean-Louis Gouraud. Jean-Louis, Fou de cheval, c'est le nom de votre dernier ouvrage. En fait, c'est un recueil de petites nouvelles. Ça vous avez touché, Jean-Louis, au cheval sous toutes ses facettes. Vous avez écrit sur les courses, sur l'équitation, sur le cheval de loisir. Vous avez pratiqué, vous êtes équitant, vous avez été éditeur. On ne saurait pas faire. Vous avez même une page Wikipédia qui part dans tous les sens, hein, parce que vous avez pratiquement tout fait dans ce domaine très particulier qui est celui qui touche au cheval. Et vous avez tout dit, mon cher. Ah non, j'en ai oublié beaucoup. Ouais. Fou de cheval, c'est ce que vous venez de publier. Alors, vous allez voir, les personnalités qui sont autour de nous ont quand même une vision. Ils ont la même vision du cheval, mais vue sous des prismes différents. Teresa, c'est sous l'angle de la biographie romancée. On parle d'histoire. Avec Jean-Louis Gouraud, on parle des chevaux, de tous les chevaux. Avec Jean-François Pray, on est dans le monde du cheval, en plein dedans, mais vu sous l'angle du polar, avec un maître qui vous a guidé dans... On va en parler, Jean-François, tout le monde vous connaît. Enfin, en tout cas, les auditeurs de Radio Balance vous connaissent. Vous avez été un grand journaliste, pas seulement par la taille, au Parisien, à TF1, et retraite aidant. Maintenant, vous publiez un roman par an, un roman policier. Est-ce que c'est directement inspiré de Dick Francis ? Alors, merci Dominique. Je vais parler doucement parce que j'ai un petit problème de voix. Et j'ai pas de cortisone. Et alors, vous avez dit grand pas uniquement par la taille, je vous remercie, parce que si j'avais eu 20 cm de moins, je ne serais peut-être jamais devenu journaliste, ni écrivain. Parce que c'est le cheval qui m'a amené à l'écriture, vous l'avez compris. Alors, Dick Francis est évidemment la référence, j'allais dire mondiale, mais j'irais plus que là, universel du roman. Alors, j'allais me restreindre au roman policier dans le monde hippique, mais c'est plus que ça. C'est du roman dans le monde hippique parce que Dick Francis, lui, était un ancien jockey et il vous fait vivre, il vous fait entrer dans ses intrigues comme si on faisait partie du milieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, ce n'est pas ce que j'ai voulu reproduire pour répondre à votre question. Moi, j'ai voulu bénéficier de ma connaissance du milieu hippique, mais j'ai voulu aussi amener mes lecteurs dans d'autres univers. D'abord, l'univers de l'enquête traditionnelle, l'enquête policière telle que l'écrivait Agatha Christie, Hercule Poirot évidemment, mais enfin c'est son héros. Je voulais dire par là Simenon ou Leblanc ou des gens comme ça. Et puis... comme mes enquêtes, mes intrigues se passent toujours dans des milieux favorisés, des gens, comme je le dis dans les salons du livre, qui sont propres sur eux et sales à l'intérieur, mais ça ne se voit pas, tout du moins immédiatement, eh bien je pense que le milieu des courses correspondait tout à fait à cela, parce que le milieu des courses est un milieu qui sent le peuple, qui sent l'arnaque, qui sent la magouille d'un certain côté, et puis il y a un autre regard, celui de la noblesse, des gens bien habillés, des hautes formes, et tout ça se mélange, et ça fait deux biotopes qui sont intéressants, dans lesquels il est intéressant de faire pénétrer le lecteur. Et c'est pour ça que je me suis un petit peu immergé dans le monde des courses, et c'est aussi parce que je suis un peu paresseux, et ça m'évite de faire des recherches des recherches dans les bibliothèques, enfin voilà. Donc, pour répondre à votre question, oui, le cheval de course, oui, les courses, mais l'intrigue avant tout, l'intrigue policière, mes personnages, dont beaucoup, effectivement, appartiennent à ce milieu. Teresa, ce que vient de dire Jean-François est intéressant parce que ce milieu qu'évoque Jean-François, où c'est vrai, quelque part, on trouve des personnalités venues des bas-fonds et on peut y trouver des grands de ce monde. Est-ce que lorsque vous avez travaillé sur François Maté, cet aspect-là des courses, on ne va pas se voiler la face, vous a quelque part interpellé ? Oui, absolument. Et d'ailleurs, j'ai mis en parallèle ce que moi j'ai appelé avec beaucoup de respect le petit peuple des courses, qui acclamait François Maté après des victoires de légende et avec un panache fou, alors que les entraîneurs, j'ai appris, on ne criait pas leur nom
en général. Et donc, il était très aimé par ce petit peuple des courses, très coloré, très bruyant, très passionné. Et j'ai apprécié ce grand monde, cette élégance, et surtout à l'époque de François Mathey, donc les années 50, 60, 70, où il y avait encore cette élégance à la fois vestimentaire, cette tenue, qu'on trouve un peu moins aujourd'hui, parce que le monde a complètement changé, en bien ou en mal d'ailleurs. Mais j'ai aimé ce mélange, et j'ai aimé que les seigneurs de ce monde très réservé des courses puissent parler avec la même passion de l'animal, du pur sang, avec des gens extrêmement simples et très modestes. Et ils en parlent avec l'étincelle dans les yeux. Et c'est ça qui m'a plu. C'est un monde de passionnés. Jean-François Prey. Oui, je voudrais dire, Teresa, vous savez, le seul homme que j'ai vu faire rire François Mathey, c'était quand même assez compliqué. Et c'était un imitateur public. C'est quelqu'un qui n'est pas payé, c'était pas son métier, mais c'était quelqu'un qui mettait de l'ambiance dans les hippodromes. Vous savez qu'il n'y en a plus beaucoup d'ambiance. Il s'appelait Sidney. Qui est toujours là. Et oui, il est toujours là, mais on l'entend moins parce qu'il a vieilli. Et Sidney, quand François Mathey donnait les ordres, et puis après qu'il revenait vers les tribunes, il traversait le rond de présentation, il disait « Ah, le colonel noir », on faisait quelque chose comme ça. Et là, on voyait François Mathey qui rougissait, il tournait pas le regard, il rougissait, puis il y a un léger sourire qui apparaissait sur son visage. Le sphinx souriait, donc de même. Alors, il y a cet aspect des courses avec les gens des bas-fonds, les petites gens, les gens simples, et puis les grands de ce monde. Et est-ce que Jean-Louis Gouraud, on retrouve également cela, parce que vous êtes plus proche du cheval en tant qu'animal, vous aimez beaucoup l'élevage, vous aimez beaucoup les gens de la terre. Est-ce que cet aspect-là qu'on retrouve socialement, on le retrouve également dans le côté rustique de l'animal? Oui. D'ailleurs, partout où on voit des chevaux, on trouve des hommes surtout. Hein. Je fais, en vérité, à passer ma vie à parler des chevaux, je fais semblant de parler des chevaux. Je parle surtout des hommes. Il n'y a pas de chevaux sans hommes. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tous ces mouvements animalistes dont la virulence tend, en effet, à s'atténuer un petit peu depuis quelque temps, et ils étaient voués à l'échec, à vouloir séparer les espèces, à vouloir faire en sorte qu'on foute la paix aux animaux, qu'on ne s'en occupe plus, qu'on cesse de les exploiter, les utiliser, les employer, les martyriser, etc. C'était un rêve absurde, c'était un appauvrissement. C'est justement cette relation entre les espèces humaines et animales qui nous enrichissent mutuellement. Et donc, en fréquentant les chevaux, je vois surtout le comportement des hommes. Et ce qui m'a toujours intéressé dans mes voyages, c'est de voir comment on emploie le cheval. C'est une bonne manière, le cheval, c'est une bonne manière de découvrir les mœurs, les coutumes, les civilisations. Je crois que quand on peut découvrir le monde, par exemple à travers l'architecture, ou à travers la littérature, ou à travers les religions, qui est un bon moyen, un bon fil conducteur pour découvrir tout ce qu'il y a derrière, parce qu'on tire le fil et tout vient. Eh bien, vous avez d'ailleurs écrit un roman qui s'appelle Ganesh, sur, on parle de... Oui, ça c'est dans des temps anciens. Oui, c'est au siècle dernier, presque. Presque, un très beau roman, non, mais Ganesh. Le plus proche de le livre le plus proche de cette... L'entreprise la plus proche de celle que je suis en train d'écrire, c'était plutôt ce livre qui a été réédité récemment en livre de poche, qui est la petite géographie amoureuse du cheval, où je sillonne le monde, alors pour tenter de voir comment le cheval y est utilisé, employé, traité, glorifié, aimé, mis en littérature, mis en peinture, mis en religion. Et dis-moi, la phrase n'est pas de moi, elle est de Cuvier déjà. Dis-moi comment tu utilises le cheval, et je te dirai quelle est ta civilisation. Jean-François Prey, il y a différentes manières d'utiliser le cheval. Dans votre œuvre policière, quelle est la place du cheval ? Quelle est la place du cheval ? Est-ce que le cheval est un prétexte ? Est-ce qu'il est le héros de vos romans ? Le dernier en date, c'était les 9 jours du cafard. Quelle est la place du cheval dans ce que vous écrivez ? Alors, le dernier roman, c'est Mansour. Mansour, oui. Il y a eu les 9 jours du cafard en 2019, Episto en 2020, Mansour en 2021, et le prochain est attendu au mois d'octobre-novembre. Alors, la place du cheval. Alors,
si je vous ai dit que le dernier c'est de Mansour, et si je me suis permis de vous reprendre, mon cher Dominique, c'était pas par incorrection, mais c'était pour dire que Mansour, le nom Mansour, est un nom clé dans le roman, puisque c'est le nom d'un tueur à gages, mais c'est aussi le nom d'un cheval. Et donc là, le cheval, il joue un rôle primordial. Mais il joue toujours un rôle primordial, le cheval, dans mes romans, parce qu'il participe à l'intrigue. Parfois même, il est utilisé, il est manipulé par les malfaisants de mes intrigues. Parce que, je vous parlais tout à l'heure du monde des courses avec les hautes formes et le bas peuple à la pelouse. Bon, quand je dis le bas peuple, c'est pas méprisant, mais parce que c'est les gens qu'on voit dans le Gentleman d'Epsom, dans tout ça, ceux qui ont des répliques à la Audiard et tout ça. Et ce sont ces gens-là qui donnent de la couleur aussi à ce monde. Il n'y a qu'eux qui donnent la couleur à ce monde-là. Il n'y a qu'eux qui donnent la couleur à ce monde-là. Vous parlez de ciné tout à l'heure, mais c'est exactement ça. C'est les des jockeys, mais ça c'est autre chose. Bon, mais tout ça pour vous dire que effectivement, le monde des courses, et je ne suis pas le premier et ni le dernier qui s'en servira, mais c'est un vivier extraordinaire pour les auteurs de romans policiers. Parce qu'il y a déjà une imagerie populaire, il y a déjà sur ce monde-là, il y a déjà des poncifs, des gens dans la rue, vous rencontrez, ils vous disent c'est truqué, ils vous disent trucage, dopage. Voilà. Et c'est vrai que c'est très nocif pour l'institution des courses et pour l'image des courses en règle générale. Mais c'est du pain béni pour les auteurs de romans policiers parce qu'il y a juste à noircir un tout petit peu le trait. Donc, la place du cheval, donc comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, le monde qui gravite autour du cheval, chez moi ce sont tous des suspects potentiels, évidemment, puisqu'il y a des suspects ou des victimes, puisque dans Épisto, le premier crime, c'est un jockey qu'on retrouve un ancien jockey, une ancienne gloire, qu'on retrouve dans les toilettes des balances de Saint-Cloud, avec un compas enfoncé dans les deux yeux. C'est intéressant ce que vous racontez, c'est magnifique. Donc vous voyez, ça est aussi des victimes. Mais le cheval, il est au-dessus de tout ça. Alors, il donne une image sublimée à l'intrigue. Parce que le cheval, il est beau, il n'est pas coupable, évidemment. Il est beau et puis il est intelligent, il est noble. Il est au-dessus de toute cette pègre qu'on est obligé de mettre dans les romans policiers pour que l'intrigue soit crédible. Parce que romans policiers, il y a beaucoup de méchants. Dans les miens, ils font le sang, il coule élégamment, mais il coule avec entre les gants blancs. Mais il coule quand même, et il coule beaucoup. Donc c'est bien que le cheval soit derrière, qu'il soit. Alors moi, il n'est pas présent parce que je vous dis, il y a d'autres milieux que j'explore. Il y en a beaucoup même. J'emmène mon lecteur dans le milieu par exemple, si on prend Épisto, dans le milieu du Big Pharma, dans le milieu de la chirurgie, dans le milieu de l'édition aussi. Il y a un éditeur qui, heureusement, mon cher Jean-Louis, ne vous ressemble pas. Mais bon, et... En revanche, pardon de vous couper, mon cher Jean-François, en revanche, je trouve que votre héros vous ressemble beaucoup. Langsamer, si j'ai bonne mémoire, son nom c'est Langsamer. Oui. Ce qui, si je comprends à peu près l'allemand, veut dire allons doucement. Plus lentement. Plus lentement. Oui. Ce qui est déjà tout un programme. Oui. Ben oui. Eh bien, ce personnage vous ressemble étrangement, quoi. Il a vos goûts, il a votre élégance, il a votre courtoisie, il aime la musique classique, il aime le golf. Et donc, vous êtes très... mais vous êtes honnête, c'est ça. Mais Langsamer aussi. Non, il est très honnête. Il est très honnête. Il est beaucoup plus généreux que moi. Mais sur le papier, c'est facile. Et il a un physique qui est très différent du mien. Très différent du mien. Il est grand de taille aussi. Non, pas du tout. Non, c'est plutôt un petit gros. Et autre différence, c'est vrai que, et je l'ai fait exprès pour pas que ça soit autobiographique. Moi, je suis plutôt extrêmement dynamique. Je fais 25 000 choses à la fois. Je me lève tous les matins avec 50 000 idées dans la tête. Et lui, Langsamer, non, c'est un gros pépère, patelin, nonchalant. Et c'est fait exprès. D'où son nom. D'où son nom, pour que les suspects ne se sentent pas menacés. Parce que quand on voit arriver ce gros bonhomme, on dit avec lui, je risque rien. C'est pas Manix. Il a un côté Maigret, en quelque sorte. Voilà, mais moins impressionnant que Maigret, parce que Maigret, c'était le chef.
il avait sa brigade, mais Maigret, c'était l'homme qui dit tout par les traits de son visage. Ouais. Alors que non, Langue sa mort, c'est vraiment le bon pépère, comme ça, c'est l'image qu'il donne. Hein. Teresa, Jean-Louis disait tout à l'heure que finalement, ce qui l'intéresse tant, c'est le cheval, bien sûr, mais surtout les hommes de chevaux. Parce que le cheval, c'est une aventure humaine. Oui. Est-ce que vous diriez, avoir travaillé sur la vie de François Maté, que le sport épique sont des courses de chevaux ou que sont des compétitions d'hommes? C'est une relation, en tout cas pour François Maté, sa vie est marquée par des relations d'homme à homme. Ce que j'ai montré dans sa biographie, c'est ça m'a vraiment frappé. Il y a sa relation incroyable avec Yves Saint-Martin. Yves Saint-Martin qui est omniprésent. Omniprésent, que je les ai appelés tous les deux ensemble, l'équilibre des magnifiques. Et j'ai eu la chance de passer un long moment avec Yves Saint-Martin à Deauville, là, le week-end dernier, lors d'une présentation d'une conférence aux franciscaines. Et vraiment, le rencontrer, l'entendre parler, le voir revivre ses courses comme si c'était hier, m'a profondément bouleversée. Et je crois à l'émotion. Alors, moi, j'ai eu un petit passage, c'est drôle, pour écrire l'histoire de François Maté, pour raconter justement son combat contre les traitements et le doping. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais raconter tout ça dans le livre pour que ça paraisse intelligible et intéressant au lecteur? Et je me suis dit, je dois écrire ça comme un polar. Moi qui écris plutôt des romans historiques, donc je me suis essayée au polar comme vous, et pour ces passages-là. Bienvenue. Et c'est vrai qu'il y a ce mélange, mais dans ce livre, dans cette biographie, ce qui était important, c'était de montrer l'émotion, en effet, de cette relation d'homme à homme. Donc bien sûr Yves Saint-Martin, qui arrive à 14 ans dans la cour du Clos du Roi à Chantilly, et ces deux hommes vivent cette aventure extraordinaire, à la fois brillante, à la fois faite de triomphe et de rupture, et ça donne une dimension humaine incroyable au livre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la relation de François Maté avec les propriétaires. Il a eu des propriétaires qui étaient femmes, qui illuminent aussi le livre, comme Suzy Volterra ou Etty Plech. Mais cette relation d'homme à homme avec le prince Aga Khan est quelque chose qui marque profondément et qui donne une couleur et une saveur au livre. Et dans cette biographie, moi, j'ai tenu à développer aussi des passages de la relation de François Maté avec ses fils. Et on retrouve tout au long de sa vie cette relation d'homme à homme. Et comme c'était quelqu'un d'extrêmement complexe, d'extrêmement secret, il fallait le décrypter. Et moi, mon rôle d'écrivain, c'est aussi d'essayer de comprendre l'autre. Et parce qu'on se reconnaît, il y a des résonances toujours. Nous avons tous des résonances les uns à travers les autres. Et moi, c'est ce qui m'a fascinée. D'un point de vue économique, Teresa, c'est intéressant ce que vous me dites. Lorsqu'on vous propose d'écrire la biographie de François Maté, vous ne vivez pas d'amour et d'eau fraîche. Des livres, quand on est écrivain, on aime bien en vendre. Est-ce que vous sentez qu'il y a un filon, que le livre va bien marcher, qu'il peut y avoir un lectorat intéressé par cela? Ou est-ce que vous dites c'est quand même compliqué de vendre des livres sur une personnalité qui a disparu en 1983? On se place d'un point de vue économique, et je me tournerai sur la même question, parce que Jean-François pourrait écrire des polars un peu surnaturels, genre Harry Potter, il en vendrait un peu plus. Mais non, moi je ne pense pas comme ça, parce que sinon je ne serais pas romancière, je ne serais pas écrivain. Donc moi je travaille passionnément. C'est un métier, oui, je fais ça j'écris depuis toujours. C'est un métier, mais je pense à ce que je peux apporter à mon lecteur. Et donc, quand j'ai proposé ce projet, m'est arrivé par une rencontre avec Nathalie Maté, qui est la belle-fille de François Maté, qui m'a parlé de son beau-père dont j'ignorais tout, qui avait, elle, réuni toutes les archives. Et donc, j'ai compris que je pouvais m'appuyer sur elle et sur son travail d'archiviste et d'historienne pour raconter cette vie. Et j'ai tout de suite pensé à un éditeur qui est talendier, qui est un spécialiste d'histoire, parce que j'ai compris qu'il incarnait une page de l'histoire de France. Et c'est ça qui m'a intéressée aussi en tant qu'historienne, c'était de raconter ce qui est notre patrimoine national, parce que les courses font partie de notre patrimoine national. Et c'était important pour moi de rendre hommage à ce monde-là, à travers ces années de 1930, quand il est gentleman rider, jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'était vraiment une époque que je connais, puisqu'elle est en scène dans mes romans, mais ce que je n'ai pas pensé à qui allait aimer ou acheter le livre, parce que sinon c'est impossible dans notre monde de l'édition de nos jours. Jean-Louis Gouraud. Oui, je voudrais ajouter
à ce que vient de dire Teresa que, au fond, le succès probable de son livre ne sera pas dû à la notoriété ou à la non-notoriété du personnage, mais tout simplement à la qualité du livre. Je suis tout ému. Non, mais je le dis d'autant plus volontiers qu'on ne se connaît pas et que c'est la première fois qu'on se rencontre. Quand Jean-Louis est arrivé, Teresa était là, il ne savait pas qui elle était, il a vu le livre sur la table, il dit ça c'est un très beau livre. Mais il se trouve que j'avais lu sans savoir qui était Teresa. Et malheureusement, en prêtant plus d'attention au fait qu'il s'agissait de Matek, au fait que ça avait été écrit par une écrivaine. Mais je veux dire, même si on ne se passionne, c'est ça la force de ce livre, même si on ne se passionne pas pour les courses, ou si on ne connaît pas Mathès ni sa carrière, etc., on est pris par la qualité du portrait et du personnage et de son environnement et d'une époque aussi. C'est un vrai livre d'histoire. Et ça explique le fait que ce n'est pas publié chez je ne sais quel Belfond ou amateur de livres comme ça provisoires ou d'actualité, mais c'est publié chez Talandier, qui est un excellent éditeur d'histoire. Et le monde des courses, à ma connaissance, enfin, je lis à peu près tout ce qui se publie sur ce secteur. Il est extrêmement rare de voir sur le monde des courses un ouvrage aussi qualiteux et qui permet y compris à ceux que le sujet ne passionne pas particulièrement ou qui n'ont pas d'intimité avec ce milieu, qui permet de l'approcher de l'intérieur. C'est une vraie réussite. Merci beaucoup. Mais c'était une passion. C'était pour moi un an d'écriture jour et nuit. Vraiment, je m'endormais avec François Mathey, je me réveillais avec François Mathey. Il aurait aimé. Oui, mais j'aurais adoré. Coquin, Jean-François. Chut. Mais non, mais c'est une vraie passion. Et je pense que lorsqu'on écrit de nos jours, c'est ça. Parce qu'on sait que les gens, hélas, lisent de moins en moins. Mais lire, c'est être libre. Et il était un homme libre. Et c'est ça aussi que j'ai aimé chez lui. Jean-François, si vous aviez placé Langsamer dans le milieu de la crypto-monnaie ou de la drogue, est-ce que vous ne vendriez pas plus de livres? Alors, je vais répondre différemment à votre question. Je vous écoute. Déjà, je rejoins Teresa et Jean-Louis. Moi, je pense pas au compte en banque quand j'écris un bouquin. Et il vaut mieux d'ailleurs. Parce que quand on est... Alors attention, il y a aussi différentes catégories. Mais quand on est romancier, je dis bien romancier, il y a une concurrence énorme. Et si on commence à vouloir en faire son métier, statistiquement, il y a de très nombreuses chances qu'on finisse à la soupe populaire. Donc, on n'écrit pas pour ça. La plupart, vous le savez d'ailleurs, c'est une notoriété publique, la plupart des romanciers ont d'autres sources de revenus. Ceux qui vivent uniquement de leur plume et qui en vivent avec des salaires de cadre supérieur, c'est-à-dire bien, on les compte sur le doigt d'une ou deux mains maximum. Donc on va pas se voiler la face. Nous, on écrit par passion, par amour de l'écriture. Si en plus, moi, ça peut me payer mes cigares et quelques escapades et dans des bons restaurants, vous savez que j'aime la bonne chair, je prends. Mais voilà. Alors après, je voudrais être plus technique, plus concret. En France, il n'y a pas de marché pour le livre, on va dire livre épique. Voilà. On va se tourner pour ça vers Jean-Louis qui en a édité, qui en édite peut-être encore. C'est très simple. C'est très simple. Vous allez sur un hippodrome en Angleterre, vous avez un kiosque qui fait librairie, avec tout un tas de bouquins, des mémoires de tel ou tel jockey, tel entraîneur, tel éleveur qui écrit ses méthodes pour faire naître les bons chevaux, etc. Tout ça. En France, vous n'en avez jamais vu, vous n'en verrez jamais. Bon. En Angleterre, vous demandez à un turfiste qui voyez-vous dans la course, il dit je vois Cordier parce que Cordier c'est le meilleur cheval. En France, on ne vous dira pas Cordier, on vous dira le numéro 7. Oui, mais si Cordier c'est le numéro 7, c'est bien. Oui, c'est encore mieux. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans le même monde. On n'est pas du tout dans le même monde. Alors, moi, mettre Langsamer dans le domaine des crypto-monnaies, déjà, ça m'obligerait à m'intéresser à la crypto-monnaie, ce qui ne m'intéresse absolument pas. On en a à vendre à Radio Balance, si on peut la fourguer comme les courchutes. Bon, d'accord. Et puis ensuite, ça le sortirait de son milieu, ça le sortirait de mon milieu. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, l'écriture, c'est un plaisir. Si ça devient une corvée,
Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai 71 ans, ça va, j'ai donné. Je suis resté 28 ans à TF1, 33 ans aux Parisiens. J'ai beaucoup donné. Maintenant, c'est le plaisir. Et le plaisir dans l'écriture et dans la lecture aussi. Mais le plaisir dans l'écriture, ça veut dire pas de contraintes et du bonheur. Du bonheur avec... Enfin, c'est plus un stylo maintenant, c'est mes doigts qui galopent sur le clavier, mais du bonheur, voilà. Et le cheval, c'est mon bonheur, ça l'a toujours été. Et je finirai, j'imagine que mon dernier souffle, il sera pour le cheval et pour ceux qui me sont chers. Et puis, l'écriture, c'est aussi un vrai plaisir. Parce que j'ai passé toute ma vie à faire du reportage, à faire de l'écriture journalistique. Et moi, mon truc, c'est la fiction. C'est vraiment la fiction. Alors, évidemment, raconter des histoires, des belles histoires sur les courses, ça ne manque pas. On est proche de la fiction. Il y a des histoires magiques. Mais ce que je voulais, moi, c'était arriver à la vraie fiction. Et quand j'écris un livre... Je ne vous dis pas que je ne m'inspire pas de temps en temps d'un petit clin d'œil d'une personne réelle, mais 9 fois sur 10, c'est de la vraie fiction et c'est ça qui me fait plaisir. Quelque part, parce qu'on a travaillé ensemble aux Parisiens, lorsque vous faisiez des papiers sur le Quintet du lendemain, c'était souvent une œuvre de fiction. Les pronostics, c'est de la fiction. Voilà, les pronostics, c'est de la fiction. Et c'est là qu'on travaille pour faire de la fiction une réalité, mais on n'y arrive pas souvent. Exactement. Jean-Louis Gouraud, vous avez été directeur de collection chez Fabre, aux éditions du Rocher, à Actes Sud. Il n'y a pas de marché, comme le dit Jean-François, pour la littérature hippique en France. Et oui et non. Si vous voulez, quand j'ai lancé cette collection aux éditions du Rocher, c'était en m'appuyant sur une enquête qui avait été menée par, si j'ai bonne mémoire, les haras nationaux, qui indiquait que, sondage fait dans des conditions scientifiques indiscutables, qui indiquait que 20% des Français rêvent du cheval. C'est pas très précis, mais le cheval, ça leur parle. Ils aiment le cheval sans toujours le connaître, sans toujours l'en avoir vu même, mais il est dans l'imaginaire, il est dans le désir, il est une représentation d'on ne sait quoi, peut-être la liberté, la fougue, enfin... D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que le cheval est un animal éminemment littéraire, puisque c'est l'animal certainement le plus connoté de la création, puisqu'il est à la fois une représentation de la virilité, mais aussi une représentation de la féminité. Il est l'expression de la vie, mais il accompagne également la mort. Donc, si vous voulez, à chacun son cheval, quoi. C'est-à-dire que c'est un merveilleux instrument littéraire. La belle pouliche, un bel étalon comme Thibaut Ackerman. Et donc, puisque... Bonsoir Dominique. Bonsoir Thibaut. Et puisque 20% de la population a des désirs de cheval, est-ce que qui sont pas toujours exprimés, qui sont pas toujours concrétisés, je me suis dit, mais voilà, il faut satisfaire ce besoin, ce désir. Et ça a été l'idée qui a présidé à la création de la collection aux Éditions du Rocher, qui est une collection de littérature. Alors la difficulté, évidemment, c'est une personne sur 5, d'accord, mais où est-elle ? Elle n'est pas organisée, elle n'appartient pas à des associations, à des syndicats, à des groupements professionnels. Elle n'est pas identifiable. Donc on lance dans la nature. Et je suis obligé de reconnaître qu'il y a, spécialement en littérature jeunesse, un vrai marché. Il faut se souvenir de ces collections d'origine américaine, mais enfin, et ensuite adaptées en France. Les Talons Noirs, etc., c'est vendu à des millions d'exemplaires. Il y a des collections entières de littérature jeunesse qui continuent à satisfaire des milliers, des millions de lecteurs et de lectrices dans le monde et en France en particulier. Donc, bien sûr qu'il y a un marché, puisque c'est ce que vous semblez vouloir savoir. Maintenant, si on considère des secteurs, il est vrai que les gens qui pratiquent les courses ou qui jouent aux courses ou qui fréquentent les hippodromes, ne sont pas des lecteurs. Non. À la différence des Britanniques. C'est ce que je voulais dire. Absolument. C'est ce que je voulais dire. Moi, je me permets de vous interrompre 2 petites secondes, mais je voulais dire, j'étais dimanche dernier, le président de la société de course de Bernay m'avait demandé de venir sur l'hippodrome pour signer des bouquins. Je lui ai dit,
quand il m'a fait cette demande, je lui ai dit, vous savez, un hippodrome, on ne vend jamais un livre. Il me dit, venez quand même. Bon, il a fait de la promo, il a été très sympa. Moi, ça m'a servi à faire de la com. J'ai battu le record de vente mondiale sur un hippodrome, j'en ai vendu 6. Oui, bravo. 6, c'est pas mal. Avant, la fois d'avant, j'avais fait Fanny. J'avais fait Fanny. Ouais. Donc, c'est tout dire. Ils viennent là pour flamber, ils viennent pas pour acheter des bouquins. C'est connu, et d'ailleurs, non seulement ils ne lisent pas de livres, mais ils ne lisent pas non plus de presse. Il n'y a pas de journaux, il n'y a pas de magazines. Il y a en effet, Paris Turf et quelques autres donnent des listes de départ de course et de pronostics, etc. Mais c'est pas de l'écriture, donc il n'y a pas un besoin. On peut dire la même chose des autres activités équestres. Dans le domaine des sports équestres, il n'y a pas une passion pour la lecture. Alors, il y a quand même une place pour des ouvrages, disons, pratiques. L'art des cavaletti, l'art de l'épaule en dedans. Là, il y a des éditeurs spécialisés. Aujourd'hui, c'est Vigo, c'est Malouane. Hier, c'était Belin, etc., qui en effet produisent pour... Mais en automobile, la revue technique, c'est pas classé dans la littérature, vous voyez. Voilà. Teresa. Et reste, pardon, parce que, excusez-moi, mais c'est quand même un détail, mais reste un public cultivé qui s'intéresse et qui constitue un vrai marché pour des ouvrages de culture sur l'histoire de l'équitation, l'histoire du cheval et de son emploi à travers les âges. Hein. Il y a de vrais succès. Par exemple, j'ai fait traduire, parce que j'étais évidemment incapable de le faire moi-même, un traité d'équitation portugais du XVe siècle, qui est sans doute le premier traité d'équitation. Vous ne lisez pas le portugais, vous le parlez, mais vous ne le lisez non pas. Donc, et d'ailleurs, les Portugais d'aujourd'hui ne peuvent pas lire non plus le portugais du XVe siècle, qui est presque une langue étrangère pour les Portugais d'aujourd'hui. Et c'est non sans mal que j'ai trouvé quelqu'un en France pour traduire ce traité d'équitation. Un lusitanien, donc. Et ce livre, alors, à l'échelle des grands tirages, c'est ridicule, mais parce que c'est un document historique exceptionnel, parce qu'il montre l'émergence, le passage d'une époque où on mélangeait un peu l'hippiatrie, l'équitation, la religion, tout ça dans des ouvrages qui ressemblent étrangement à ceux des Arabes qu'on appelle les traités de Fourouzia, et bien parce que ce livre marquait cette césure, le passage du Moyen-Âge à la Renaissance, ce livre a connu un succès au moins d'estime. Donc il y a quand même de la place pour des ouvrages de culture en liaison avec le cheval, son histoire et l'histoire de son emploi par l'homme. Teresa. Je rebondis sur la littérature jeunesse. C'est extrêmement important de donner aux enfants, de mettre dans la main des enfants des livres physiques et la littérature autour du cheval, des poneys, est quelque chose tout de même qui existe et ça permet d'éveiller la curiosité des enfants. Donc c'est un des pans, bien sûr, Harry Potter, on en parlait à l'instant, où il y a d'ailleurs des chevaux présents dans les exemplaires, enfin dans la série, mais c'est une approche aussi de la lecture qui est importante et c'est vrai que c'est quelque chose qui intéresse plutôt le lectorat des petites jeunes filles, mais enfin c'est une façon d'arriver à la lecture. Et c'est vrai que moi, ce qui était important pour moi en écrivant sur François Mathey, c'était d'avoir ma plume qui se veut une plume justement à la fois accessible et avec un rythme et un dynamisme narratif qui permet aux gens qui lisent peu, parce que tout le monde lit beaucoup moins, hélas, mais c'est pas pour autant qu'on ne doit pas écrire et écrire bien, et c'est ce qui permet d'accéder ensuite à d'autres livres. Jean-François. Oui, et Jean-Louis va enchaîner parce que c'est moi qui vais le lancer. Mais pas trop loin, Dominique, je fais votre boulot. Hein. Oui, oui. Voilà. Non, il y a de très 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 grands noms de la littérature qui se sont penchés sur le cheval, non seulement penchés comme une petite fée se penche sur votre berceau, mais ils ont écrit sur uniquement le cheval. Et je pense à un des plus beaux romans que j'ai jamais lu sur ce sujet, et même sur tous les sujets, on peut le dire. François Nourricier, En avant, calmez droit. Ça, c'est une merveille absolue. Tout cavalier doit lire ça. Après, il y a eu Eugène Sue qui raconte l'histoire de Godolphin. Ça, l'histoire romancée, parce que c'est un roman. C'est un roman, l'histoire de Godolphin. Vous connaissez Godolphin, Thibaut Ackerman? C'est une grande expérience dans le domaine, oui. Demain, il n'a pas de partant, d'ailleurs. Mais... Enfin, on ne parle pas de celui-là. Hein. Alors ça, c'est
J'explique, Godolphin, c'est le nom d'une écurie qui a repris le nom de Lord Godolphin et qui a donné lieu à cette histoire d'amour extraordinaire entre deux chevaux racontée par Eugène Sue. Et puis il y a Paul Morand. Il est dit. Oui. Et voilà, exactement. Il y a Morand, il y a Tolstoï, et puis beaucoup d'autres qui ont écrit sur le cheval, pour le cheval. Donc c'est vrai qu'il existe dans la littérature. Ça, c'est absolument incontestable. Voilà, Jean-Louis, maintenant, c'est à vous de continuer. Jean-Louis, après Teresa. Je prends la main. Oui, allez-y, Teresa, vous prenez la main. Je prends la main. Prendre la main, c'est pas... Premier roman moderne qui est celui de Cervantes, Don Quichotte, qui est inséparable de Rocinante. Donc le cheval, en effet, fait partie intégrante de notre mythologie. C'est ce que vous disiez, Jean-Louis, évidemment. Et on peut évidemment revenir à Platon. Ce sont deux chevaux, un noir et un blanc, qui l'âme humaine est écartelée entre un cheval blanc qui nous emmène vers la grandeur et un cheval noir qui nous emmène vers la bassesse. Et c'est toute l'histoire humaine. Sujet sensible aujourd'hui. Thibaut Ackerman, prenez des notes. Je voulais juste dire quelque chose. On parlait tout à l'heure de fiction, mais qu'on le veuille ou pas, même dans les courses hippiques, on a des scénarios, des scénarii qu'on se met en tête. Et qu'on le veuille ou pas, les histoires qui fonctionnent, à mon avis, dans les courses, je ne sais pas combien il y avait eu de biographies, j'allais dire, sur Eddie Cash qui avaient été vendues il y a quelques années de ça. C'était signé Mayolker, je pense. Non, il y a une excellente biographie de Eddie Cash par Christophe Donner, oui, bien sûr, que je vous recommande. Christophe Donner est l'auteur de quelques livres. À quoi jouent les hommes? Oui, extraordinaire, exceptionnel. Mais ça demande. Vous avez lu À quoi jouent les hommes, Jean-François? Oui. Moi, je connais bien Christophe. Oui. Ça demande de raconter des histoires, et je pense qu'aujourd'hui, le travail de tout le monde des courses hippiques, notamment, c'est de prendre un peu plus de temps pour raconter ces histoires, et on pourra faire plus de publicité pour des romans en lien aussi avec les courses. Jean-François et Teresa, je vous admire beaucoup parce que je vous suis sur Facebook et l'un et l'autre, et je m'aperçois que finalement vous êtes des sportifs de haut niveau parce que pratiquement tous les week-ends vous êtes invités à des salons littéraires et vous allez à la rencontre de vos lecteurs. Peut-être vendez-vous un peu plus de livres, Jean-François, que sur l'hippodrome de Bernay. Est-ce que justement d'aller à la rencontre de gens qui viennent, qui sont des lecteurs, ça vous permet à l'un et à l'autre d'ouvrir finalement le regard de ces lecteurs qui sont des lecteurs qui lisent tout sur le monde, pour le coup, hippique, qu'ils ne connaissent pas, peu ou pas du tout. Oui. Alors pour nous, romanciers et écrivains, c'est la récompense, puisque c'est un travail extrêmement solitaire. Moi, je mets à peu près 1 an à 2 ans pour écrire un livre. Donc, c'est la rencontre avec les lecteurs et c'est un vrai échange. Parce que écrire, c'est partager une émotion. Ça peut être d'un point de vue humoristique, ça peut être... Mais c'est toujours partager une émotion. Donc, quand on est dans un salon du livre, et moi j'étais à Vannes il n'y a pas tellement longtemps, et j'avais mes romans et j'avais La course parfaite et j'ai pu, grâce à la couverture et cette photo qui avait été choisie par Nathalie Matet pour mettre en couverture du livre, et je dois dire que les gens se sont arrêtés aussi sur cette photo de François Matet et de Match, le cheval s'appelait Match, et cette main de l'entraîneur sur le nez du cheval qui est absolument magnifique. Les gens ont été touchés, j'ai pu leur parler, j'ai réussi à faire en sorte qu'ils emportent François Matet avec eux. Et ça, c'est la magie de la rencontre avec ses lecteurs physiquement, et ça, c'est vraiment important. Et je tiens quand même à souligner le travail des libraires et des libraires indépendants qui mettent le livre dans la main, qui mettent nos livres dans la main des lecteurs et qui ont toujours cette phrase merveilleuse: faites-moi confiance, vous allez aimer. Les libraires indépendants, il ne faut jamais les oublier quand on aime les livres. Match, il a gagné le Washington DC, hein, c'est bien ça, oui. Alors, les salons du livre, bon, les salons du livre, c'est fait pour tout. Je vais dire une grosse plaisanterie là. C'est fait pour tout sauf pour vendre des livres. Parce que en fait, j'explique cette boutade. Ce qu'on va vendre comme livre dans un salon, finalement, ça n'impacte pas le chiffre d'affaires global. Je veux dire par là que, et là je rejoins Teresa, quand on va dans un salon, c'est pour faire des rencontres, c'est pour faire de la com aussi.
Parce que bon, ça compte aussi de voir du monde, de se faire prendre en photo. Ça fait partie du jeu, voilà. Et puis on rencontre les gens qui vous lisent ou qui ne vous lisent pas, qui vous découvrent. Et moi, j'ai eu quelques expériences, des expériences très drôles de salon du livre. C'est la personne qui vient vous voir, vous lui tendez le livre, elle dit non, j'aime pas lire. Bon, ça c'est... Au salon du livre. Dans le salon du livre, voilà, bien sûr. Bah oui, parce que les salons du livre, maintenant, il y en a partout. Ça coûte rien organiser un salon du livre. On met une tente et puis on fait venir 10 auteurs. Et puis on fait à peine de communication, la mairie, les bénévoles et tout ça, ça coûte 0 centime. Donc ça distrait dans les petits villages, ça distrait les gens. Ça coûte beaucoup moins cher que d'organiser les courses. Bref, bon, là je redeviens sérieux. Mais c'est vrai que vous voyez tout dans les salons de livres. Il y a des gens qui vous disent j'aime pas lire parce qu'ils s'ennuient. Alors là, on essaye, nous on a un rôle à jouer. On dit mais vous savez, on a l'impression que le type il s'ennuie, il ne sait pas quoi faire de son dimanche. Donc il vient là, mais s'il y avait un comice agricole, il irait voir le comice agricole. Ou s'il y avait une vente de casseroles, il irait voir la vente de casseroles, ce serait pareil. Donc notre rôle à nous, c'est de dire essayez quand même, regardez, voilà. Bon. Et de l'inciter à lire. Parce que c'est beau la lecture, c'est magnifique, ça ouvre tout, ça ouvre toutes les portes. Et puis, quand on a un petit peu de notoriété comme moi, des fois, c'est contre-productif. Parce que le nombre de fois où on est venu dans les salons du livre, je vois des gens arriver qui me demandaient des tuyaux, ou alors, pire encore, ils sortaient une grande photo de moi qu'ils avaient piquée sur Internet, ils demandaient de la dédicacer. Mes livres, ça vous intéresse pas ? Pas du tout. Non, mais comme ils vous ont vu à la télé, vous avez déjà une notoriété antérieure à votre œuvre. Oui, mais alors, vous savez que j'ai mis Jean-Louis le sait, puisqu'il m'a publié. J'ai mis un temps fou. Jean-Louis Gros, vous avez été le premier éditeur de Jean-François Prey. Le deuxième. Le deuxième. J'ai mis un temps fou. J'ai survécu. Oui. Vous en êtes revu. J'ai mis un temps fou à décoller l'étiquette. Parce que c'est commentateur de télé, pronostiqueur, écrivain. Qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans ? Il a rien à faire là, ce mec. À la limite, c'est pire. C'est pire parce que si vous appelez Tartampion, tout ça, regardez le bouquin, je ne le connais pas, je vais le découvrir. Vous aviez d'illustres prédécesseurs, Léon Zietron, par exemple. Il n'a jamais écrit de roman, Léon. Il a écrit des livres. Qui n'ont pas vieilli d'ailleurs. Moi j'ai lu pour la biographie les livres de... Non, la notoriété n'est pas un inconvénient. Non, dans le roman. Dans le roman. Si, dans le roman. Dans le roman, il faut avoir une notoriété de romancier que je suis en train de me construire et que je commence à voir au bout du 17e, je commence à être reconnu comme romancier. Ah non, mais un journaliste typique, ça peut écrire n'importe quel bouquin, sauf un roman. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Oui, il y a le précédent homérique qui contredit un peu ce que vous êtes en train de dire, parce que Homérique avait sa notoriété de chroniqueur à Libération, et il est devenu du jour au lendemain grand écrivain pour avoir le Médicis. Alors, Homérique, c'est un contre-exemple. C'est l'exception qui justifie la règle. Mais Homérique, je vous rectifie, mon cher Jean-Louis, n'était pas un pronostiqueur. C'est vrai. Il racontait des histoires. Un chroniqueur. Poétiquement, extraordinairement, parce qu'il a un style fabuleux. Dans un journal qui n'est pas un journal de course, qui ne s'est jamais intéressé aux courses, qui n'a pas de rubrique hippique, donc il était complètement dans la marge. Mais rien à voir avec nous. Moi, j'étais catalogué commentateur hippique sur TF1, pronostiqueur au Parisien. Point barre. Pour en sortir, c'est pas facile. En étant écrivain, de quoi il se mêle, c'est ça. Exactement. Mais Bartabas a vécu la même souffrance, si je peux dire, la même difficulté, quand, passant du spectacle vivant, il a voulu passer au cinéma. Il a été très très mal accueilli par le monde du cinéma. Il a pris ça très très mal. Et là, en revanche, son passage à l'écriture se passe très très bien. Il est publié d'emblée chez Gallimard, ce qui est quand même déjà, ça aide. Et son premier livre a été un vrai grand succès, puisqu'il en est à 35 000 exemplaires, ce qui pour en soi, c'est un très, très joli succès. Il vient de publier chez Gallimard maintenant un livre de poésie qui s'appelle Les Cantiques du Corbeau et qui frise les 10 000 exemplaires. Donc, pour de la poésie, c'est magnifique. Oui, c'est extraordinaire. Et là, dans son cas, on peut dire que sa notoriété l'a servi. Et non pas desservi comme ça a été le cas lorsqu'il a voulu passer du spectacle vivant au cinéma. Mais à part ça, pardon, puisque j'ai la parole,
je la garde précieusement. Précieusement. Autant que possible. Non, je voulais dire que le cheval dans la littérature, c'est aussi un sujet qui devient un sujet universitaire. Il y a une jeune femme qui vient de remporter son doctorat en littérature contemporaine à l'université de Caen sur le thème « Le cheval dans la littérature contemporaine ». Et elle évoque en effet évidemment Paul Morand, Claude Simon, Aragon et naturellement Céline, qui dans Casse-Pipe, par exemple, raconte avec un talent extraordinaire son passage dans la cavalerie pendant la guerre. Et j'en ai sorti d'ailleurs une phrase dont j'avais fait le titre d'un de mes recueils de textes. Cette phrase qui est une citation prise à Louis Ferdinand Céline. « C'est pas con un cheval, c'est pas con ». Vous l'avez repris cette citation. Pour revenir à Céline, Jean-François. On parlait tout à l'heure avec Teresa, on parlait du travail de l'écrivain, la passion. Et Céline raconte dans Un château l'autre, un petit peu moins connu que Casse-Pipe, mais très intéressant. Oui. Il raconte un lecteur qui venait le voir, qui dit « Oh, pour vous d'écrire, c'est facile, ça coule tout seul ». Et il dit « Mais vous vous rendez pas compte le nombre d'heures, le nombre de jours que j'ai passé à trimer comme un malheureux. » Il le dit à la Céline. Je n'ai pas le texte en tête, mais il le dit exactement à la Céline. Ouais. Et c'est exactement ça. Et c'est ce qui justifie, ce qui explique et qui illustre cette merveilleuse phrase d'Alexis Grus qui donne une définition du talent ou du génie, je ne sais plus. Il dit « Le talent, c'est le travail effacé par le travail. » Et c'est exactement ça. Quand vous voyez un pianiste exécuter une sonate de Beethoven, par exemple, vous vous dites « c'est facile ». Quand vous voyez un grand golfeur taper un coup de fer 6 pour faire 180 mètres, vous vous dites c'est facile. Eh bien non, c'est tout sauf facile. Mais ça donne une impression de facilité. Et quand on voit Saint-Martin à cheval, c'est pareil. Et c'est le cas aussi pour la belle équitation de tradition, l'équitation académique. Elle est belle quand on ne voit pas le travail de l'homme. Et c'est d'ailleurs toute la différence qu'il y a entre l'équitation de tradition française et l'équitation, je parle du dressage, et l'équitation de tradition allemande. Les Allemands pensent qu'il faut qu'on voit l'action de l'homme. Et donc ce sont c'est une équitation, les Allemands qui nous écoutent me pardonneront, mais c'est un peu grossier, c'est un peu vulgaire, c'est un peu démonstratif. C'est trop visible. Et toute l'élégance de l'équitation de tradition française, cette équitation dite de légèreté, consiste justement à faire qu'on ne voit pas l'action de l'homme, qu'on suppose que le cheval donne ses gestes naturels de sa propre volonté. Et des écrivains comme Jérôme Garcin ont fait la comparaison d'ailleurs entre le travail de l'écuyer de dressage et de l'écrivain. Parce que c'est exact, et on en revient à Céline, à ce que répondait Céline dans l'anecdote que vous racontiez, c'est-à-dire cette impression de facilité et le résultat d'un travail considérable. Oui, c'est le mot de la fin pour Teresa. C'est un travail de patience et d'écoute. Donc c'est là où l'écrivain rejoint l'écuyer ou l'entraîneur de pur sang. Un travail de patience et d'écoute et un travail de transmission. Et on parlait des salons du livre. Moi, j'ai eu la chance de porter ce livre avec Hubert et Nathalie Matet devant les jeunes apprentis jockeys de la FASEC à Chantilly. Et nous avons pu parler devant 3 classes de 3e et de seconde pendant 2 heures à chaque fois. Nous avons parlé littérature, nous avons parlé histoire et nous avons parlé bien sûr jockey, gentleman. Hubert a parlé de son expérience de gentleman. Mais les trois, nous étions là tous les 3 pour porter la même passion et leur apprendre justement ça, la patience, l'écoute et la transmission. Teresa Rêvé, merci. On rappelle que vous avez publié, vous avez écrit La course parfaite, voilà, aux éditions Taillandais. Vous êtes venu présenter d'ailleurs la biographie de François Maté. On avait exclusivité pratiquement parce que c'est le premier rendez-vous média. Mais je ne vous quitte plus, Dominique, maintenant. Le premier rendez-vous média je reviens à l'automne, volontiers. C'était pour Radio Balance, c'était de mémoire fin octobre, fin du mois d'octobre 2021. Oui. Merci Teresa. Jean-Louis Gouraud, vous venez de publier
de cheval, 100 bonnes et mauvaises raisons de l'aimer. Vous nous avez parlé de Petite géographie amoureuse du cheval. Petite géographie amoureuse du cheval, c'est collection Actes Sud. Quant à Fou de cheval, c'est édité chez Artaud. J'ai tout dit. Exact, bravo. Merci. Jean-François Prêt. Alors Jean-François Prêt, les 9 jours, les 9 jours du jour, cafard. Oui, parce que je suis resté bloqué à Deauville quand je suis venu vous voir présenter à la librairie les 9 jours du cafard. Vous venez de publier Mansour. C'était l'année dernière. Mansour, c'est bien le dernier. C'est le tout dernier. L'avant-dernier, c'est Épisto. Et avant cela, on a eu les 9 jours du cafard. On retrouve toujours l'Alzheimer. On parle toujours. Les 9 jours du cafard qui a obtenu le prix du polar normand parce que ça se passe pour partie en Normandie et en Angleterre. Et vous êtes édité chez La Joanie. La Joanie, qui est un éditeur moyen, mais un grand éditeur avec un très très beau catalogue de romans policiers. Alors, uniquement. Vous réécouterez parce qu'il y a énormément dans cette émission, et c'est ce que je voulais finalement, de références littéraires, de beaux livres à lire autour des chevaux. Merci Jean-François, merci Teresa, merci Jean-Louis. Jean-Louis, ça m'a... Vous aussi, mais Jean-Louis, on ne s'est pas vu depuis une dizaine d'années, ça me fait plaisir que vous soyez là. Allez, on va passer maintenant au trotteur, on va aller retrouver la vedette de dimanche dernier sur les programmes de Vincennes. Il s'appelle Adrien Lamy, et il a gagné le prix du président, rien de moins, ainsi que... le Normandie. Un coup de 2 pour Adrien Lamy, un jockey que nous aimons beaucoup. Marre de parier sans jamais être récompensé ? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Les trotteurs, bien évidemment, il y a la réunion d'Anguien. Il n'y a pas de retour chez Thibaut Ackermann. Voilà, c'est bien Thibaut, on entend très bien. Thibaut Ackermann, vous êtes avec nous. Nous avons en ligne Alexandre de Koopman. Salut Alexandre. Salut Dominique, bonjour tout le monde. Bon, Thibaut Ackermann, c'est Ici en Paris, Alexandre de Koopman. Vous avez votre podcast dans le Sud-Est. On vous retrouve sur Ici en Paris. Vous êtes sur votre page de Coupe Tuyau Facebook. Et nous avons un invité de marque. C'est l'homme qui a marqué l'histoire des courses au trot, on va le dire comme ça, parce que la semaine dernière, à Vincennes, il a remporté et le prix du président et le prix de Normandie. Je parle bien évidemment d'Adrien Lamy. Salut Adrien. Bonjour tout le monde. Bon Adrien, j'ai cru voir qu'avec Happy and Lucky, tu portais les chevaux, hein, parce qu'il y a quand même Hirondelle du Rip qu'il fallait aller chercher, et là tu as tout mis dans la bataille. Bah ouais, on était ensemble, on est de gagner le président 1 heure avant. Donc ça m'a peut-être un peu aidé. Et puis Happy, je sais qu'elle lâche rarement le morceau. La jument de Jean-Louis partait un peu sur sa gauche et du coup ça m'a permis de venir la battre pour finir. Alors tu l'as dit, 1 heure avant tu gagnais le prix du président avec Intuition. On avait eu Mathieu Millet juste la semaine dernière. Intuition, c'est quand même pas la première chance de la course, même si ses débuts dans la spécialité, où elle avait été disqualifiée parce qu'elle avait débouché sortie de tournant, étaient quand même assez fulgurants parce que ce jour-là, elle aurait déjà dû scorer. Oui, je pense que c'est sur le papier, si on regarde les chronos, je pense qu'elle était loin d'être ridicule avant la course. Après, elle n'avait jamais affronté les meilleurs de la génération, donc on était un peu dans le doute au niveau de l'expérience. Par contre, je savais que c'était une jument qui, en termes de chrono et sur le parcours, elle était loin d'être ridicule. Parce que si je dis pas de bêtises, elle avait quasiment, je crois, le meilleur chrono. D'accord, le meilleur chrono, donc... En 2007, voilà, c'était 2008, mais sur longue distance, on était vraiment très bien. Donc voilà, après, c'est une jument qui est plutôt pratique une fois partie. Elle avait un peu le profil pour bien faire ce jour-là. Après, de là à gagner, non. Je ne me voyais pas gagner avant coup. C'est ton deuxième. Oui, des Normandies, t'en as gagné quelques-uns, hein. 3. Hein. Il y a eu Cassat. 3 avant. C'est mon quatrième là. Ouais. Quatrième. Il y a Astor Duquesne en 2015. On a Cassat en 2017. On a Étoile de Bruyère, bien sûr. Je ne vais pas oublier la championne de Charles Dreux. Et puis il y a 2 fois 3e de Cornulier. Exactement. Il y a Happy and Lucky. Le président, c'est le premier de mémoire. Oui, mon premier président. Bon, voilà. Jockey classique. Est-ce qu'on a des groupes 1 gagnés au Sulky? Non, aucun. Aucun. On a quand même, je ne sais pas si c'est une impression, on a un peu l'impression que les sociaux voient en toi plus un jockey qu'un driver. Ce n'est pas du tout mon avis. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques aussi et que tu regrettes un peu? Je pense que c'est le cas et je pense que pour l'instant c'est plutôt légitime, même si je me fais une place de plus en plus dans les pelotons attelés.
Mais de base, j'étais plus un jockey qu'un driver. Après, c'est quelque chose qui se peaufine au fur et à mesure. Je prends de plus en plus d'expérience à l'attelage et à l'avenir, j'espère devenir aussi bon athlète que monté. D'accord. Alexandre, vous avez une question pour Adrien ? Déjà, bonjour Adrien. Adrien, déjà dans le président, c'est vrai que le fait que la course elle ait beaucoup roulé devant, finalement, ça a un peu joué pour toi en fait. Bah oui et non, parce qu'après, oui, ça m'a permis de bien respirer, parce que ma jument parfois se met à être un peu tendue, et du coup, dans le dos d'un leader qui a roulé, ça m'a bien avantagé. Après, quand on voit les chronos, j'étais quand même dans la bataille, donc il a fallu être... la jument, il fallait qu'elle soit bonne quand même, hein, parce que 11,5 au kilomètre, 11,5 au 1500. J'étais quand même dans les chevaux de tête, hein, j'étais dans la cheval de tête, donc l'accélération qu'elle a remis à l'intersection, c'est pas commun, je pense. Donc ça m'a permis de respirer, mais il a fallu quand même continuer à suivre le rythme, donc elle a été bonne. Hein. Ouais, quand tu te lèves dimanche matin, au papier, c'est vrai que tu as deux chances plutôt de prendre des places. Du coup, tu penses pas forcément à gagner un groupe 1 là? Bah non, pas du tout. Moi, je me suis levé dimanche matin en sachant que j'avais une grosse journée à faire. J'avais 7 partants avec des chances différentes. J'avais 3-4 chances pour prendre des bonnes places, et puis 2-3 chances un peu plus secondaires. Mais de là à gagner une course ce jour-là, non. Le matin, je pensais pas du tout à ça. Je pensais déjà à faire une belle journée et puis à prendre des belles places. Donc en gagner 2 jour-là, non, c'était inespéré. Très bien, mon cher Adrien. Donc on attend de te voir avec un grand cheval. Tu as des pistes pour avoir un grand cheval qui a une possibilité, une opportunité de bien faire dans un groupe 1? Est-ce que c'est quelque chose à l'attelage, ouais. Est-ce que tu travailles à ça? Tu travailles à ça avec ton agent Quentin Passalboni? Bah oui, c'est quelque chose qu'on travaille plus ou moins tout le temps. Après, je pense que pour arriver à toucher le cheval qui me permettra de gagner gros pas à pied, je pense qu'il me faut déjà être bien entouré. Donc c'est ce qu'on fait avec mon agent. On essaye de fidéliser un peu les entraîneurs avec qui je travaille, et puis essayer d'en avoir de plus en plus de grosses boîtes telles que Thomas Malquist ou Franck Leblanc. Et puis je pense que voilà, après il faut aussi un peu de chance et tomber sur le bon cheval au bon moment. C'est tous ces paramètres-là qui font que plus tard, j'espère toucher un cheval de groupe à l'attelage. Thibaut Ackerman, une question pour toi, Adrien. En tout cas, il y a un petit cheval de chez Thomas Malquist avec lequel tu as eu une belle performance ce week-end. C'est Invictus Madiba qui a été courageux pour repousser les assauts pour la 2e place. Ça pourrait être un cheval de groupe à l'avenir. C'est un cheval, on voit, hein, il est performant à haut niveau. Après, il est un peu en dessous des 2 ogres de la génération qui sont Gaout Tillard et Isoar Vedake. Mais par contre, il a drôlement performé dernièrement, là, en ce printemps et ce début d'été. Je pense qu'il a passé un peu un cap. Et en effet, s'il continue sur cette voie-là, il va pouvoir peut-être un jour se rapprocher des meilleurs et pourquoi pas briller à haut niveau. Hein, c'est tout à fait envisageable. Mais voilà qui est dit. Oui, Thibaut ? Juste une chose, oui, et même pour Happy Unlucky, juste pour revenir, il a fallu que tu la tiennes au trot aussi jusqu'au bout, parce que ça a été chaud dans les 200 derniers mètres. Hein, mais comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup d'efforts et c'est normal. C'est normal. Après, c'est une jument qui se donne beaucoup, et c'est vrai qu'à 200 mètres du poteau, quand j'ai vraiment cru à la victoire, il a fallu la passer un peu plus, entre guillemets. Et c'est vrai qu'à cet endroit-là, elle s'est trompée, s'est légèrement trompée, donc il a fallu faire attention, ne pas confondre précipitation et vitesse. Et du coup, c'est vrai que j'étais un peu au bord de la rupture, mais du coup c'est passé, et puis c'est un peu grâce à ça qu'on est venu chercher la victoire quand même, parce que si j'insiste pas, on va pas chercher la victoire. D'accord, voilà qui est dit. T'as un gros dimanche, hein, t'es à Moulins-la-Marche. Moulins-la-Marche, c'est la belle réunion traditionnelle de début juillet. Je sais pas si c'est PMH. Oui. C'est PMH. Chez PMH, Moulins-la-Marche, c'est une réunion très commune, entre guillemets. Il y a 2 courses montées ce jour-là. Ouais. Il y a un Grand Prix plutôt commun en province. Ouais. Mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux pour assurer une 2 victoires. Demain, t'as 2 montes, hein, à Anguin, Isabelle B et Yvonne de Naps.
Oui, c'est 2 chances pour être dans les 3, je pense. Les 2? Oui, ouais, ils les viennent 2 de Naples. chances très correctes. La Pouliche, dernièrement, elle est 3e sur la petite piste à Vincennes en étant de travers. Elle m'avait un peu embêté. Je pense qu'on aurait lutté pour la victoire ce jour-là si elle était droite. Donc, si demain elle est mieux, elle a dû être normalement un peu redressée entre guillemets à la maison. Donc, je pense vraiment qu'elle peut faire une belle perf. C'est un lot dans ses cordes. Even de Naples, vous voulez dire, Thibaut? Even de Naples, c'est un très bon cheval. On est battu en dernier lieu en rendant 25 mètres à Caen, c'était pas évident. Tu t'es fait là, plus prendre de vitesse sur un bout. Ouais, mais on est plaqué, donc c'est la première fois demain. Je pense que ça va lui ramener un peu de vitesse. Ouais, moi qui il peut partir au galop. Mais s'il part au trot, je pense vraiment qu'il va pas taper loin. Ouais, nous qui sommes résidents du Croisé-la-Roche sur la dernière année, c'est une de mes plus belles impressions et particulièrement au trot monté, c'est vraiment très bien. D'accord, voilà qui a dit. Ouais, je pense que c'est un bon cheval. T'es où la semaine prochaine, Adrien? On te voit à Vichy ou pas? Non, je vais rester dans ma région. Lundi, il n'y a pas de course. Mardi, Cabourg. Je dis pas de bêtises. Mardi, Cabourg, voilà. Mardi, les étoiles de Cabourg qui reprennent. D'accord, bah on va regarder ça. En tout cas, bravo. T'as fait quoi dimanche soir? T'as fait ça avec les copains ou t'es rentré sagement chez toi? J'ai fêté ça sur l'hippodrome. On avait la chance qu'il y avait un petit concert de... Oui, c'est vrai. C'était très sympa. C'était une journée très sympa, cette journée des champions. Franchement. Oui. Donc, on a fini cette journée sur l'hippodrome avec tous les acteurs de la journée, entre guillemets, les propriétaires, les entraîneurs, tout ça. C'était très sympa. Et puis, je fais ça gentiment, par-ci, par-là, cette semaine. Et puis, peut-être bien encore quelques fois, parce que c'est quelque chose qui marque, qui doit se fêter et qu'on doit savourer. Très bien. Bon, en tout cas, Adrien, tu as nos numéros de téléphone et tu n'hésites pas. Si on te manque, on viendra. Hein. D'accord? Il n'y a pas de problème. Merci, Adrien. Ce soir, tu en as 2. On sera peut-être en ligne. Kate Baldwin et Fiona de Coquerie. Kate Baldwin, elle a très bien couru l'autre jour face au mâle. Ouais. C'était un peu une course test. Elle a bien couru. Là, elle part en deuxième ligne, mais il n'y a que des femelles. Après, il y a des I. Mais avec un parcours correct, elle peut être 3-4. Et puis, Fiona de Coquerie, peut-être un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué, même si je crois qu'il n'y a que les femelles ce soir face à nous, mais c'est un peu plus délicat, peut-être 5-6 en ayant une bonne course. D'accord, super Adrien. En tout cas, bonne course à Vincennes, voilà. Bonne course à Anguin demain. Et puis fêtez bien ça. Merci d'être passé sur Radio Balance. Ciao Adrien, merci. Bonne soirée, au revoir. Comment allez-vous, mon cher Alexandre de Koopman? Écoutez, ça va bien, Dominique. Bon, écoutez, c'est fantastique. Alors, le prix du Roussillon, c'est le Z5 à Anguin. De vous à moi, j'en ai bavé en faisant le papier. Hein, parce que le papier est infaisable. Ouais, course ouverte. Course ouverte, mais pas inintéressante. C'est derrière que ça se passe, peut-être. Il y a des chances intéressantes derrière. Des chevaux comme Zantebrid, comme Forbach, qui sont des spécialistes de la vitesse. Hein. Je pense qu'il faut les garder à tout prix. Et même Esmondo, c'était bien la dernière fois. On court à 8 jours, mais lui, il est bien sur la vitesse et il est bien en gain. Oui, après, ça reste un intermittent du spectacle. Oui, mais il en faut. Et puis, quand l'intermittent fait l'arrivée, il vous a pas prévenu avant. C'est son problème. Ouais, après... Non, en première ligne, je pense que quand même, Easy Maza, le 4 est un bon point d'appui. Il adore Anguin. Il vient de prouver sa forme à Borelli. Le chrono était super bon. Bon, voilà, je pense que c'est quand même un bon point d'appui. Je trouve que la presse a un peu délaissé Day de Bellwill, numéro 8, alors que... C'est le meilleur chrono sur le parcours, je crois. Hein. Ouais, son entraîneur a vraiment préparé ça. Alors, c'est sûr que le 8 est gênant. Maintenant, je pense qu'à son intérieur, c'est pas des grands démarreurs et que s'il vient prendre la tête, on sait que c'est un cheval un peu particulier, mais voilà, s'il est tête-corde, c'est un client. Donc, je pense que ça peut être une belle cote. On peut racheter Erasme Williams, confié à François Lagadec pour l'occasion. On a parlé de Forbach le 13, de Zantebrid le 12. Je pense que ça, c'est à garder à tout prix. Après, il reste le 6 Eberton qui peut faire un numéro. Maintenant, je trouve que les 2100, c'est peut-être pas son parcours de prédilection. On est d'accord. Voilà, mais je retiens en priorité ces numéros-là, ce qui donnerait en chiffres le 4, le 8, le 3, le 13, le 12 et le 6. Qui dit Thibaut, vous amendez?
Oui, mais Junior Gelpa gagne partout en ce moment, donc je pense que demain il sera pas loin avec Eberton. Et Gabi, juste une question sur D3S, parce que celui-là, s'il est à 100%, il doit intégrer le trio. Là, il est à 100%. Hein. Ces 3 dernières courses disqualifiées à chaque fois, ça c'est du 100%. Ouais. Hein. Si on a le vrai D3S, il sortira pas des 3 premiers. Et Gustafsson, ma dernière minute RTL, qu'est-ce qui vous déplaît? C'est impossible, trouble fait. Maintenant, son jockey a moins d'expérience que d'autres à Paris. Vous aurez préféré Bing? Au moins, il connaît bien Anguien. Il a une bonne réussite à Anguien, oui, ça. Parce que j'ai regardé, comment s'appelle-t-il, Jean Ring. C'est pas nul, hein. Il gagne des courses, hein, à Volvega. Ouais, après, les 3 quintés qu'il a couru en France, 8e, 11e, 8e, Dominique. C'est pareil, hein, intermittent du spectacle, mais le jour où il en gagnera un, il ne viendra pas vous le dire avant. Hein. Toujours un problème. Allez, on va dérouler. Je vais peut-être vous laisser la main. Alexandre, on va dérouler Anguien très rapidement. Ensuite, vous irez sur Vire. On ira voir les courses de dimanche avec notamment le trophée vert. Vous avez la main, Alexandre, et vous faites ça avec Thibaut. D'accord, donc la première course pas facile. Pour moi, là, Jazin Bélé, c'est le cheval de Casullo. La rentrée était bonne à Boroli. Après le 1 à l'auto, c'est quand même pas l'idéal pour lui. Ouais, donc je dirais oui, mais. Et peut-être pour une place, je garderai le 7 Junior de Play, hein, qui a été récemment acquis aux ventes, qui a rejoint les box de Charles Motier et qui est plaqué première fois. Ouais, c'est pas ma course préférée. On peut rajouter Julius César pour une réhabilitation le 2, mais passons à la deuxième. La deuxième, je sais pas si elle est beaucoup plus simple. Moi, je retiendrai le 6 Jalis Cachenu qui progresse sous la selle, elle est plaquée devant. C'est un lot très ouvert et je trouve que ça peut être marrant. Ouais, je pense qu'il faut regarder les hits. Moi, je veux voir au hit 2 chevaux, le 2 Java Sport, qui est chez Thierry Ravgeot et qui a récupéré quelques sports, puisque tout à l'heure, il a fait gagner Ouko Sport, un cheval que tu connais bien aussi, qui a couru dans le sud-est et qui était attendu. Et il a récupéré plusieurs chevaux fils d'Albéric ou filles d'Albéric. Je voudrais voir ça au hit. Et Just for a Stake, le 7, plaqué des 4, je le rachèterai une fois. On passe à la 4e à la course montée. On en a parlé un peu avec Adrien Lamy. Moi, j'aime bien Yvan de Nap, qui est plaqué première fois. Je pense que la dernière fois, il est battu par une bonne jument qui est Harmonie Avril. Et que c'est vraiment une première chance dans ce course-là. Je lui associerai le 7 Heartbreaker Well, même s'il est un peu meilleur à droite. Et le 11 Ocfelor du Mel, ce sera une question de sagesse, je pense. Ouais, c'est une belle course. Je suis d'accord avec les tiens. Si on complète pour un Z4, je rajouterai Amish, que j'adore, plaqué devant et déferré derrière, qui ne reste que sur des bonnes perfs, et avec Clément Fressel notamment monté. Et mon 5e sera Helium de Liton, qui vient de changer d'entraînement. T'as peut-être un mot à nous dire, non, dessus? Helium de Liton, il a été acheté aux ventes là, récemment à Cabourg. Je crois que c'était 50 000 € à peu près. Donc on a investi de l'argent pour l'acheter. Je peux t'en parler parce qu'il vient d'être battu par un cheval à moi qui s'appelle Amnet Star. Il marchait un super chrono. Voilà, après non, ça reste une chance dans cette épreuve-là. Il peut se placer, je pense. Je pense que c'est une course à jouer en Z4 Horde sur The Turf. Avec ces 5-là, en tournant un peu, on peut prendre le 8 premier une fois et Hockfeller une fois aussi premier, pour qui ce sera tout ou rien à mon avis. La 5e, il y a encore des chevaux compliqués au départ. Il y en a un que j'aime bien, c'est le 12 Fire d'RP. J'ai regardé la course de ref aux Andelys, je pense qu'il venait prendre la tête quand il a fait la fois dans le tournant final. Il se plaît bien en gain, alors ce sera un peu tout ou rien aussi, mais la cote va être sympa, donc on peut tenter. Et rarement drivé par Gabriele Gelormini. Je lui associerai en jumelé le 16 Hercule de Léo, qui est bien engagé au plafond des gains, et le 9 Ulysse Dijon, qui sera certainement un des favoris. Donc à la cote, c'est pas extra, mais voilà pour moi. On passe à la 6e. La 6e, c'est des I femelles. J'ai regardé la dernière fois, Edith Pia, c'est vrai qu'elle s'est vraiment promenée à Laval. Par contre, elle était déférée devant, là, elle sera juste plaquée. Et dans cette course-là, il y avait le 4 Istana Viet, qui venait de prendre l'avantage quand elle a fait la faute. Je sais pas, parce qu'à mon avis, elle aurait peut-être pas battu Edith Pia, mais elle aurait été au pire 2e. Donc je pense que c'est très bien. Après, ce sera encore une question de sagesse pour elle, mais ça peut être marrant. Et évidemment, le 12 Idéal Lady qui sera plaqué devant cette fois. Ouais,
Pour compléter en Z4, moi je mettrais quelques spéculations. J'aime bien Istani Adviet, qui avait bien couru aussi l'Avant-Air avec Marie Norberg. Le 2, Infinity Babel, est une superbe jument. Alors elle a peut-être pas encore tout compris, même si la montée, elle s'amende. Le numéro 2, si Franck Ouvry s'en sert bien, ça peut être sympa. Et le 7, Yala Yala, qui reste sur de très bonnes perfs. La dernière à Caen. Alors il faut voir corde à gauche, mais je pense que c'est une jument en retard de gain. La 7e, c'est une belle course. Hein. Ils sont que 11 au départ, mais ça aurait fait un Z5 événement aussi qui tient la route avec un peu plus de partants. Le 3, Feu de Révolte, hein, qui est vraiment au sommet de son art, hein, qui vient de remporter un quintet hein, sur cette piste sans forcer. Le 10, Faubourg, hein, qui est vraiment, voilà, c'est finir ses parcours. Il y a un cheval que j'adore, c'est le 2, Fakir de Villodon. Voilà, j'ai vu faire des trucs de folie, ce cheval-là, et voilà, même s'il venait à gagner demain, je serais pas surpris à grosse cote, enfin à belle cote. Ouais, c'est mes 3 favoris de cœur. La raison. Si Fepson, le 8, est en forme, ce sera un sérieux client. Mais ça reste une course ouverte. Hein. On peut avoir un Fuego du Mortier 4e aussi, le 6. Voire Distosic Geloka qui est déféré. Mais mes priorités sont les mêmes que les tiennes. Après, on passe à l'épreuve à réclamer. Course pas facile à déchiffrer. Je vais quand même reprendre le 11 Glorioso Bello qui vient de jouer de malchance à Vichy. Et voilà, pour une cote, on peut racheter Last Postbury qui me paraît quand même l'un des chevaux de classe du lot. Ouais. C'est vrai que Glorioso Bello, c'est pas un bon favori à la gagne. Hein. Ça fait souvent chou blanc. Hein. Il est plus souvent 3, 4, 5. Tu préfères une bonne base de jeu pour le trio. Voilà, c'est ça. Tu préfères Fosbury à Ginger Medrick dans l'écurie Terry? Fosbury est meilleur et en plus il a Ginger à la 8. Après Ginger, elle vient de gagner, elle est en forme 2100, elle adore. Elle est nettement plus sûre que Fosbury, mais c'est vrai que Fosbury, je trouve que s'il est au trot, il va y avoir 15 balles et ça mérite peut-être un petit billet. Quoi. Voilà, plus spéculatif pour la gagne Fosbury et Ginger dans les bases en Z4. Ouais, je pense. Oui, d'accord. Et après, on termine avec la traditionnelle épreuve réservée aux amateurs. Je pense que ça joue avec les gros numéros. Moi, je suis parti pour un couplet 9 et 8. Le 9, Greco Bello, qui redescend de catégorie. Et le 8, Défi de la Coudre, qui est tout simplement transformé depuis qu'il est entraîné par son driver amateur. C'est fou, hein, quand même, quand on voit maintenant dans les courses amateurs, on a des jeunes chevaux de qualité qu'on pourrait retrouver dans des quintets. Moi, j'associerais en plus Grisby du Persil, le 5, qui vient de finir 3e d'un bon lot au Croisé-la-Roche, puisqu'on retrouvait Fiji Smiling notamment, qui était 6e et qui a gagné depuis une course PMU avec Junior Gelpa. Donc je serais 9-5 prioritairement. Ok, est-ce que tu as regardé un peu Vire? Moi, à Vire, j'ai noté 3 chevaux. J'ai noté le 107 Harmonia Vry, qui a vraiment fait belle impression pour ce début chez Mathieu Mautier, et je pense que si elle est sage, elle peut répéter. J'ai pris en note le 203 Ice Cold, la dernière fois à Reims. Elle luttait pour la gagne quand elle a fait la faute pour finir. Et le 801 Goldmancourt, il vient de trotter 10-6 à Vincennes. Je pense que ça l'autorise à viser la gagne ici. J'ai pas noté, non. J'ai pas fait le papier direct. Dimanche, moi j'ai regardé un peu Saint-Brieuc. Saint-Brieuc dans la deuxième, j'ai un poulain que j'aime beaucoup, c'est le 5 Jambier. Même s'il fait une course de rentrée, je pense que voilà, il est tellement bon que ça peut suffire pour être dans les 3. Donc je ferais bien un petit couplet, le 5 Jambier, le 4 JV du Fruitier, le 10 le Joujou d'érable. Je pense que JMB est bien armé dans cette réunion, avec le 304 à Hermès de Guest qui vient de faire belle impression à Vichy à 2 reprises. J'aime beaucoup le 401 Invictus One, qui a jamais été battu en étant d'FD4 et depuis qu'il est arrivé chez Jean-Michel. Et je pense qu'on peut faire le couplet avec le 404 Indien, qui était récemment acheté aux ventes et qui est un bon droitier. J'ai beaucoup aimé la dernière fois la victoire du 612 de Hidalgo de Varennes, qu'il a vraiment bien fait un Saint-Malo en étant ferré. Et là, il est déferré devant. En plus, il y a Alexandre Abrivard, donc il y a beaucoup de choses pour lui. Et dans la dernière, je crois que Golden Fit, s'il est au trot, peut faire un numéro, mais c'est pas un facile. Okay. Juste dans la course des I, je rajouterais dans des Z4 le 9 Idéal du Dijon, qui n'est pas forcément une base, mais c'est son entraîneur au sulky, mais il est quand même déféré des 4 pieds, et le 3 Iris Intense, ainsi que le 7 Isère, mais dans les champs réduits de Z4. Voilà. Ok, le trophée vert à Sablé, donc dimanche. Voilà, une belle étape encore. Moi, j'ai retenu les petits numéros cette fois.
avec l'As Galago du Cadran qui a fait belle impression pour son entrée en matière dans le circuit au Touquet. Je pense qu'il peut tout à fait répéter. Il est en gros retard de gain, ce cheval-là. Et pour le couplet, j'aime bien le 2 Galat Crène, qui évolue rarement d'FD4. Et je pense que voilà, ce couplet AC2, il me plaît beaucoup. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Plutôt le haut de tableau, même si bon, on est capable de rendre 25 mètres à Sablé, mais léger semble prioritaire. On pourra rajouter dans des combinaisons le 4 Godéo et le 5 Grande de Ranchy, l'écurie d'Emmanuel Varin, qu'on salue. J'espère qu'il va mieux. Fait feu de tout bois. Il va mieux. Il va mieux. Okay. Je l'ai vu aux courses une à deux reprises. Il a l'air d'aller bien, Manu. C'est un guerrier. Ça marche. Grande de Ranchy, je pense que c'est amusant pour les cotes. Derrière le bon favori qui est Galago du Cadran, un cheval en gros retard de gain, très estimé par son entraîneur. Et ben, on a fait le tour. Par contre, j'ai pas regardé Saint-Galmier. Je sais pas si tu as regardé Saint-Galmier, mais je suis pas allé jusque-là. Je crois pas non plus. Là, j'en ai fait beaucoup en plat, donc non, je crois pas que je sois allé jusque-là. Et bien, on merci. On a fait le tour de la question. Et ben voilà, on a fait le tour, donc on va se retrouver. Tu nous dis juste un mot là sur. Je crois que j'ai vu sur Facebook que tu avais une collaboration là avec la famille Terry. C'est au niveau de quelle écurie? Alors, on va monter une écurie de groupe avec Patrick et Cédric Terry. Voilà, une écurie dans laquelle le but est de démarrer avec 3 chevaux. Donc, on a une départ sociale de l'écurie la part est à 3 000 €. Et le but, c'est vraiment de créer une écurie qui va aller crescendo. Voilà, avec les gains des chevaux, on va réinvestir les premières années afin de monter un petit peu en gamme et en nombre de chevaux. Et puis après, voilà, c'est une belle aventure. L'avantage avec l'écurie Terry, c'est qu'on peut avoir des partants partout en France. Et que si on a un cheval qui a un programme adapté dans une région, il peut y aller. Et ça, c'est quand même un très gros plus. Donc, on a déjà une dizaine de personnes intéressées par le concept. Donc, on va continuer un petit peu à prospecter. Et puis voilà, si les personnes sont intéressées, qu'elles n'hésitent pas à venir me contacter en message privé. Je répondrai à toutes les questions. À toutes les questions, vous donnerez toutes les bonnes réponses. Et ça il y a des dollars qui pétillent dans les yeux de Thibaut Ackerman, mon cher Alex. Eh ben, Thibaut, il peut m'appeler pour acheter. Et voilà, et on vous répondra. Voilà, en premier. Vous pouvez y aller parce qu'il est blindé en ce moment aux courses. Il cartonne. C'est extraordinaire. Écoutez, merci. Nous allons maintenant passer à la partie galop avec notamment le Grand Prix de Saint-Cloud. Avant la belle réunion de Saint-Cloud dimanche et notamment le Grand Prix, nous avons un programme cantilien en semi-nocturne. Il va y avoir du monde sur l'hippodrome, je le vois d'ici. Un pénétromètre qui devrait indiquer bon souple entre 3-1 et 3-3. Réunion très alimentaire, mon cher Benjamin. Oui, non, il y a quelques courses pas mal, notamment la 3e, une listed où il y a des bons chevaux, mais bon, une réunion alimentaire. Voilà. On commence la première avec un Z4, 16 au départ, c'est un handicap de catégorie. Pour des chevaux de 3 ans, lot extrêmement homogène, on est sur 6 livres au niveau de l'amplitude. Ouais, c'est des 3 ans, des chevaux, certains ont dû être préparés pour ce genre de course, donc on va les découvrir à cette occasion. Et effectivement, j'aime 3 chevaux qui n'ont jamais couru handicap encore. Le numéro 9, Maïbel, qui vient de bien courir 2 fois en province. J'ai des bons bruits là-dessus. Le numéro 4 d'Arabgir, que je trouve bien placé au poids. Et j'ai un petit bruit sympathique sur le cheval de Jean-Pierre Carvalho, la pouliche, qui est le numéro 11, Caslana. À ce sujet-là, bravo pour Nina Gina la semaine dernière. C'était moi, ça? Non, c'était Cédric, mais vous l'aviez pointé. Oui, d'accord. Vous aviez tous les deux pointé le même. Cédric, Philippe, on salue. Nina Gina. Et vous avez dit à Cédric, c'est vrai, j'ai pointé le même. même. Vous étiez à 2 sur le rôti. Et Cédric a récidivé, même si le terme est impropre, le lendemain en donnant le gagnant de la dernière, je ne sais plus où c'était. Les gens étaient contents sur les réseaux sociaux. Vous avez quelque chose dans la première, Thibaut? Moi, je n'oublierai pas quand même pour une des 4 premières places, le 1 Jordan Baker, parce qu'il est irréprochable et les boutins qui courent à très peu de jours d'intervalle font l'arrivée. Bon. Matt? Moi, je vais partir sur le numéro 4 d'Arabgir. J'aime beaucoup les jeunes pensionnaires de Francis-Henri Graffard, associés à les Abeilles. Je trouve que c'est pas mal, et d'autant plus qu'il reste sur une victoire. Pour moi, ça peut être une surprise dans les 4 premiers. Moi, j'en ai plein le dos de voir des Z5 à 10. Je vous le dis quand même. Je veux dire, on n'est pas des mange-merdes. Hein. Quand on gagne de l'argent en course, on veut gagner du vrai argent.
Et le Z5, c'est fait pour que tu gagnes du vrai argent. Et là, à part avoir le favori qui inexplicablement déçoit, on va encore avoir des trucs ridicules. J'en ai marre. Hier à Longchamp, jeudi à Longchamp, Z5 à 11, deux non partants se retrouvent à 9. Voilà, c'est n'importe quoi. Il a plutôt bien payé parce qu'ils ont monté les 5 favoris, je crois qu'il a fait 15 contre 1. On me parle, oui, non mais 15 contre 1, vous imaginez 15 contre 1 sur un jeu à 1 euro, vous mettez 1 euro. Non mais je te dis pas que c'est bien, moi, je suis d'accord avec toi. Mais le fait est que bon, pour le coup, on me parle d'optimisation. Vous avez vu que la semaine prochaine, les horaires de Quintet changent. Oui, j'ai vu ça. 18h, 18h la semaine, tout en nocturne. Hein, je vais vous dire, quand on joue aux courses, c'est pour gagner de l'argent. Oui, là, tu peux pas d'accord. On ne fait pas la manche. On n'est pas là pour la faire la charité. Hein, on n'est pas là pour toucher du 1,20, du 1,30. Voilà. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Donc on leur donne une solution. Mettez un Super 4. Enlever le mini-multi, enlever le pic 5. Voilà, c'était des courses sur lesquelles on avait des classiques. Moi, je ne sais pas si je veux gagner de l'argent, je veux un Z5 sur... D'ailleurs, on a peut-être un Z5 sur The Turf. Au PMU, en tout cas, on n'a pas de Z5 sur la première. La première, c'est une belle course de Z5. Oui, là, ce serait propice. Il y a beaucoup de partants, l'épreuve est ouverte. Là, il peut y avoir des rapports sympas, c'est vrai. C'est propice parce que vous êtes un garçon intelligent. Mais a priori, ceux qui font des programmes et qui choisissent les jeux nous prennent pour des gogos. C'est-à-dire, ils veulent du recyclage. Ils veulent qu'on gagne, qu'on joue 1, qu'on gagne 2, et quand tu gagnes 2, tu vas pas dépenser 2, tu vas rejouer 2. Voilà, on nous prend pour des imbéciles. Et à un moment donné, ça va quoi. Franchement, ça va. Allez, prix de bagatelle, Tattersall, prix de bagatelle, 10 au départ. Qu'est-ce qu'on a vu, Benjamin? Écoute, là-dedans, il y a deux, je pense, 2 bons points d'appui. Le numéro 10, si tu veux, qui redescend un peu de catégorie, qui vient de bien courir dans un groupe de relevés, qui a bien couru. Et je lui oppose le numéro 7 Zelda. Et elle aussi, c'était un peu la note de la poule d'essai des Pouliches. Elle est venue finir 6e dans une belle action. Zelda qu'on aurait peut-être attendu au départ d'un Diane. Tout le monde disait, on a peut-être vu la gagnante du Diane ce jour-là, mais on aurait sans doute, pour cette fille de Zelzal, un problème de tenue. Pour le coup, elle est bien engagée dans cette course, à mon avis. Vous avez vu, Thibaut? Oui, Zelda, le 7, a priori, c'est une réhabilitation qui est attendue. Bon. Ouais, également, je confirme, un Zelda, l'entraînement Jean-Claude Rouget, propriété de Tony Parker. Si je dis pas de bêtises, exactement, Infinity Night Sources. C'est vrai que très estimé en début de carrière. Bon, l'année 2022 se passe un petit peu moins bien, mais la dernière fois c'était pas mal, c'est vrai. Donc je pense que dans cette compétition, elle peut se réhabiliter. Bon, 2XXX parce que tout Dominique, il y a un Z4 ordre. Donc moi je proposerais Zelda en 1 et derrière on en met 4, on met le 10 si tu veux, le 1 Jouza à racheter, le 5 Mascaré qui est aussi à racheter, une femme qui avait bien débuté. Ami, si tu veux gagner de l'oseille, laisse tomber le pic 5 du PMU, va jouer le Z4 ordre de The Turf. Ce sera un signe d'intelligence de ta part. La troisième, Facteur Cheval. Où va-t-il s'arrêter? On ne sait pas du tout. Franchement, il est impressionnant à chaque fois. Il a vaincu en 3 sorties. Je pense qu'il va regagner une 4e fois. Et je lui oppose le 4 Mirski qui vient de bien gagner à Longchamp dans un lot qui tenait la route. C'est un cheval qui est très estimé par Freddy Head. Vous avez vu le film Facteur Cheval? J'ai pas eu la chance de le voir. C'est un film extraordinaire. Il y a longtemps. J'ai pas vu non plus. Avec Jacques Gamblin. Extraordinaire. Il y a longtemps. Il est sorti il y a 2 ans. Il date qui Ah oui, d'accord. Je crois que c'est Niels Tavernier qui a fait ça. Ah oui. Non, je l'ai vu, très bon film. Oui, parcours. Je connaissais pas du tout, mon Dominique. Non, Facteur Cheval, c'est vraiment un très beau film. Bon, on ne sait pas où il va s'arrêter. Avec qui je l'associe? Je t'ai dit le Mirski. Bon, voilà, tu me l'as dit. Et Dreamflight quand même. Et Dreamflight qu'on peut pas enlever et qui a un engagement. 5-4 As. Merci messieurs. Le Méden des 3 ans. Oh là là, Méden à cette époque de l'année 10 au départ. Il y a même une inédite, vous voyez, entraînement Le Marié, Monteboisseau. Oui, bon, à mon avis, ça c'est pour les amateurs de gros outsiders. Mais bon. On ne sait pas, peut-être qu'elle est très bonne. Peut-être. Peut-être qu'elle va gagner le prix de la forêt. On ne sait pas ça. Pourquoi pas. Écoute, là-dedans, je suis curieux de revoir le numéro 4 Lève, qui était... On m'avait toujours vendu ça comme le meilleur poulain de Pierre Brandt. Alors, il fait que ça rentrer que maintenant. Il avait débuté, il a toujours couru avec des très bons chevaux. Notamment, je vois que sa dernière course, c'était premier à la Kim, deuxième Sim Camille. Bon, c'est que des chevaux de groupe. Donc, à mon avis, je pense qu'il peut rentrer et gagner. Et je lui oppose numéro 5, Memento Mori, qui est un bon cheval qui fait toutes ses courses et qui va pas tarder à gagner une course comme ça. Matt? Moi, c'est le numéro 2 d'Almar. C'était l'un des favoris lors de ses débuts en compétition. Et moi, quand je vois l'écurie à Gacan avec des mâles de 3 ans et qui reste sur un échec, ça me plaît bien ça. Donc je pense que je vais tenter le numéro 2 d'Almar. Ça pourrait
Ça pourrait afficher des pros, je pense. Mais pourquoi Soumillon Ah oui, il est à pied, Soumillon. Exactement, c'est Stéphane Pasquier, donc c'est pas mal non plus. Hein. Exactement, parce qu'il avait fait appel et finalement on a maintenu. Il sera d'ailleurs pas dans la réunion du Grand Prix de Saint-Cloud. Vous avez vu quoi, Thibaut? Les mêmes numéros que la troisième, donc on rajoute Gurzuf le 1 pour faire un trio, 4 Lev, 5 Memento Mori et 1 Gurzuf. Vous dites Gurzuf, vous? Gurzuf, c'est bien. Allez, Gurzuf, la 5e, le prix du bois. Saint-Denis, un prix qui vous inspire, je le sais, mon cher Thibaut. Alors c'est une course où je détacherai le 5 Joyeuse de Romée qui mériterait d'ouvrir son palmarès. Pour les places, le 2 Hypnotized peut prendre une place à une cote courage correcte. Et le 8 Joyeuse Sage à qui on n'a pas grand-chose à reprocher sous la montre de la très en forme Marie Vellon. Ah d'accord, Marie Vellon qui a gagné avec Irésine. Pourquoi vous dites qu'elle est très en forme? Je crois qu'elle a gagné 7 de ses... sa 300e course aussi. 7 de ses 15 dernières tentatives, hein, une sur deux sur les 10 derniers jours. Carton plein à Lyon, c'est vrai, vous avez raison. Binge. J'ai pas mieux, le 2 et le 8. Pas mieux, Matt. Moi j'ai le 5 Joyeuse de Romée. Ah ben voilà, comme 8, lui. J'aime bien les chevaux qui sont en forme dans les handicaps. Les gentlemen ont rendez-vous avec la 6e course. On est sur le mile, il y a beaucoup de courses sur le mile dans cette épreuve. Matt, on voit quoi là? Et dans cette course, véritablement, petite course à condition, moi je vais partir sur une surprise. Je vais tenter le numéro 2, Galoshop. Je pense que le numéro 6, excuse-moi. Parce que la forme prime sur la classe, je pense, dans ce genre d'épreuve. Donc je vais partir là-dessus. Il reste sur 2 deuxièmes places. Et surtout, il est supplémenté. Et puis, un bon indicateur. Et puis il est bien monté. Et il est bien monté. Bertrand. Exactement. Un peu comme Thibaut. Moi, je reprendrai la ligne du Z5 d'Angers du 31 mai. Je vais pas vous chanter du Queen, mais je pourrais. Bohemian Rhapsody, pour moi, c'est déclassé d'1 heure dans ce lot-là, si ça court bien. Il nous en avait parlé en bien, Édouard Montfort, lorsque avant son Z5. Il était un peu déçu quand même. Ouais, 5e, moi je trouve que il y a du mieux. Le 3 Parigi et le 2 Bocciator. On prend ça en Z4 ordre et on devrait être ravis. Je suis d'accord, le 7 c'est très très bien. L'autre fois c'est le seul cheval qui est revenu de l'arrière à Angers, qui finit 5e. Et bon, je pense que ça va gagner comme toi, arrêter sans doute, c'est la base intégrale. Ouais. Et j'y oppose le 3, pareil que toi, Parigi qui a bien couru aussi dans ce lot-là. On reste avec toi Benjamin pour la 7e. Écoute, la 7e, j'aime beaucoup les 2 chevaux d'Henri Pantal, le 7 Before Dawn et le 5 Amelata. Ce sont 2 chevaux qui viennent de très bien courir et qui trouvent un lot à leur portée. On amende avec qui, Thibaut? Vous savez que j'ai un grand amour pour Joséphine le 10. Maintenant, elle a fait une perf valable. Si elle court sa valeur à 1200 mètres, c'est le bout du monde pour elle. Moi, j'aime bien Nosdor, frère de Marchandor, qui revient après une rentrée correcte, mais a été déclaré non partante au mois de juin. S'il est bien, frère de Marchandor, il le sait pas à mon avis. Hein. Non, mais il a quelques moyens quand même. Il devrait intégrer le Z4 s'il fait sa course. Moi, c'est les 2 pensionnaires de Henri Pantal, le numéro 5 Amelata, je suis d'accord avec toi, qui reste que sur des bonnes performances depuis ses débuts, et méfiance avec Before Dawn, qui est l'écurie Godolphin. Et je pense que, vu de son expérience en compétition, ça pourrait très bien se passer. Avec cette femelle de 3 ans. Il y a qu'une classe 2 pour les vieux et les vieilles. Non, les vieux d'ailleurs. Non, il y a que des hongres. Hein. C'est vraiment bon. Des vieux tontons. Binge. Ouais, non, mais c'est un bon lot quand même. J'aime bien le 2 Tutobem qui vient de courir dans une très bonne listed sur ce parcours. C'est premier Berneuil, deuxième Sueza. Et qui n'a pris qu'1 kilo. Et qui n'a pris qu'1 kilo, oui, ce qui est un handicap là. Hein. Non, mais la dernière fois sur une listed race où il termine à une demi-longueur ou 3 quarts. Mais là pour le coup c'est. Et il est engagé handicap dans un Z5 événement. Il est supplémenté déjà. Ah bon début juillet, je crois le 7 juillet. Donc Est-ce qu'il pourrait prendre du poids s'il gagnait cette course? Il ne peut pas gagner là, je ne pense pas qu'il peut gagner. Il ne pourra pas la courir. Mais sur sa dernière course, normalement, c'est la première chance. Atletico est peut-être un peu déclassé là-dedans, non? Il est un peu décevant cette année, même s'il court bien à chaque fois. L'autre fois, il est pulvérisé par Fang, qui recourt là d'ailleurs demain. Je serais plus Fang que Go Atletico pour la gagne derrière. Le seul truc de Fang, c'est qu'il est peut-être moins confirmé sur 1200 mètres. C'est plus un cheval de 14, mais moi, c'était mon 2e cheval après tout au même, c'était Fang. On va se paxer. Mathieu. Moi, je crois que j'ai rien à ajouter. Les collègues ont bien fait le travail. C'est vrai que moi, j'aime bien Fang. Avec 2 victoires consécutives en 2022, c'est bien. Ok. Je regarde. Ça, c'est fait. Maintenant, on va aller à Saint-Cloud. Alors, Saint-Cloud, dimanche.
Le terrain sera quoi? Sera bon, hein? Ouais, il fait beau, voilà. hein. Allez, on va attaquer tout de suite avec le handicap des Hauts-de-Seine. Voilà une belle course. 16 au départ. Voilà. Alors j'ai croisé un ami hier qui m'a dit il y a un penalty, Breath of Fire. J'ai dit bon peut-être, avec le 16 à la corde, pourquoi pas finalement. Et on a Panjaman aussi, mais un autre ami m'a dit il va faire l'arrivée, mais il ne va pas gagner. Alors, au total... C'est marrant, tu viens de citer mes 2 favoris. Il m'en manque un et j'ai le 3e favori. Quel est mon 3e favori à votre avis? Santazou sans doute, non? Le 3? Non, un cheval qui mériterait d'en gagner un et qui devrait plus courir dans ces courses-là. Good question, non. C'est Baratin, le 8. Ah oui, Baratin, je l'ai aussi. Parce que si lui fait sa course... C'est peut-être pas assez lourd, non? Moi, je vois la dernière fois, c'était pas assez lourd sur 2000. Ouais, moi, j'aime bien Baratin aussi, je suis d'accord avec toi. Il est mieux en terrain très très souple, mais la dernière fois, sur 2100, il court bien mieux que le classement indique. Et si la jument de la course était Calacanta? Je pense qu'elle n'a plus aucune marge. 35, corde à droite. Elle peut prendre une place, je pense, mais elle ne gagnera pas. D'accord, bon. Il a 3 représentants, Stéphane Vattel, je crois, dans ce quintet. Alors, effectivement, il a Baratin, il a Baratin, Rocks et il a Flying Beauty. Oui, c'est ça. Alors, les 2 autres font une rentrée ou restent sur une chute. C'est quand même un peu gênant de voir une réhabilitation. Et Bannon Rock, je pense que c'est mieux sur 3000 mètres que sur 2004. Aussi. En tout cas, c'est un Z5 qui va payer, je pense. Oui. Ah là, ça va être très rémunérateur, je pense. Ouais. Zarika, ça vaut quoi? Non. Bon. Combermer, ça peut prendre une place à Bellecote, peut-être le 15. Combermer, je voyais un cheval de terrain lourd à la base, et finalement, la dernière perf, c'est du bon terrain. Les 2 derrière. Après, il y a des points d'interrogation sur... Mikado fait sa rentrée. Alors, est-ce qu'il y a eu des infos? Il a été pénalisé? Non, je ne sais pas. On ne sait pas. Parce que si Mikado a une nouvelle bonne course, il peut se placer. Good Question descend de catégorie le 1. Mais il est un peu décevant cette année. Mais il est un peu décevant. Il est régulier, décevant, moi je suis pas trop d'accord avec ça quand même. Il prend pas mal de place sur le podium. Il prend des places, mais dans des courses de 5 partants. Quand tu finis 3e, l'autre fois il a fini à 7 longueurs du 2e, je crois. Ouais. C'est pas. D'accord. C'est pas. Tu vois ce que c'est je veux pas. dire, Ouais, c'est ça. Puis là, Mané va devoir. Quand tu attaques à nouveau des quintés, 16 partants. Ouais, des gros handicaps, faut se mêler à la foule. Ça fait longtemps qu'il a pas lutté. Pourquoi pas? C'est bon. Moi j'aime bien Good Question. Moi, mon 4e après 4-6-8, ce serait peut-être quand même le 7 Srifran Logreen qu'il faut racheter sur sa dernière perf. Ça s'est pas bien goupillé pour lui et il est mieux corde à gauche. En plus, il y aura une surcote puisqu'il n'y aura pas Christophe Soumillon. Et ça peut être un bon 4e point d'appui. Voilà. Vous savez à peu près tout, rien à ajouter, Matin, non? On a tout dit. Hein. Moi, Good Question, je vais tenter le coup. Bon, les 7 longueurs, c'est vrai que m'ont un peu refroidi. mais je pars sur Good Question et la petite surprise, Baratin. J'aime beaucoup ce cheval qui est très confirmé dans les gros handicaps quintés et ça fait plaisir. On a dit courses à Saint-Cloud, on commence avec la première. C'est le prix Épinard. Et Épinard. On est peinard. On est peinard. Avec Zaliva, ça me semble bien sur 1300 mètres, l'entraînement de Yann Barbero-Binge. Le Axe d'Avalia, oui, l'autre fois, elle était non partant dans le prix du bois. Je pense qu'elle a fait un peu la folle dans les boîtes. Oui, elle était juste derrière les boîtes. Juste derrière les boîtes. Et elle était très jouée, il y avait 7 contre 1. Bon, je pense qu'elle devrait faire l'arrivée. Et je lui oppose numéro 5, Lady Frasquita, qui est une pouliche qui est en plein progrès. L'autre fois, c'est très bien sur ce parcours. Elle va pas tarder à gagner une course comme ça. Donc le 5, hélas. En plus, chez Mauricio Delcher Sanchez, je regarde ce que les chevaux sont bien sur les cours de vitesse tout le temps. Souvent. Puisque vous regardez ses performances sur 1002, 1003, 1004, 1006. Après, j'ai pas regardé, mais je veux dire, dès qu'on est sur la vitesse... Ouais, il est très très fort. Il est très très fort. Ouais. Pas mal. Moi, j'opposerai ces 2 précités. Le 2 Bozo, qui a été malheureux la dernière fois, auteur de très bons débuts. Et pour Bozo n'est pas un clown. Hein. Non, c'est pas non plus Bono. Et je compléterai pour un Z4 Horn avec le 6 Showway, qui ne reste que sur des bonnes places. Matt, t'as vu quelque chose? Non, Axe Davila, vu ce qu'elle montre en compétition. Sœur de Je reste sur Axe Davila, le numéro 1. On a une course inédite, des 2 ans, des mâles et des femelles. Là, c'est la foire d'empoigne quand même pour pronostiquer. Je sais pas. Comme dirait Cédric Philippe, l'absent, quand on ne sait pas, dans ce genre de course, mieux vaut s'abstenir. Moi, c'est ce que je vais faire. On parle juste des origines un tout petit peu. Alors, les meilleures origines sont chez les femelles. Le 8, sœur de Beautiful Heroine et de Marquant. Alors, Marquant, c'est un peu plus récent. Le 9, sœur d'Albert Bridge. Alors, c'est pas les mêmes. Hein. Chez Francis-Henri Graffard, moi, j'aime beaucoup les femelles en général. De Francis-Henri Graffard. Et le 7 est le frère Beautiful Sky et le frère de Parigi. Mais il doit être assez tardif, comme beaucoup de membres de la famille. Que celle de Francis-Henri Graffard, donc. Les femelles de 2 ans. Ah oui, non, vous avez dit que j'aime beaucoup les femelles. Vous avez marqué un temps, et
de Francis-Henri Graffard. Ça doit être subliminal. Celles qui nous Cordier. écoutent vont être déçus. À un moment donné, ils vont bon. Vous voyez. Je vais en rajouter une comme ça, mais je sais rien du tout. Je vois que Christophe Ferland a débuté des bons 2 ans. Et s'il vient débuter une femelle de Guy Pariante qui déteste ne pas faire l'arrivée quand il vient parier un dimanche à Saint-Cloud, il va y avoir tout le monde dessus. Le 8 Zarablou. Ouais, c'est ça. Zarablou, la fille Zarac. C'est la sœur de Beautiful Heroine. Je pars un peu du même principe que toi. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je regarde tout le temps les pensionnaires d'André Fabre quand ils débutent. Parce que je trouve qu'ils ont une réussite impressionnante. Donc pourquoi pas le numéro 5, Mount Tambor. Classe 1 dans la 3e avec des 3 ans, 7 au départ. Et ça va vous plaire, Thibaut. Il y a un Z4 Ordre, Benjamin. Vas-y, si tu veux. Alors moi je sais pas, j'ai un truc à la con là. Ah, c'est ouais, le vas-y. 5, c'est le 5 Plectrophane bleu. J'ai revu sa course à Orléans. Alors pourtant ils partent à l'élastique. Il y a Et un j'ai hippodrome à Orléans. vu un truc. Il y Et a un je le hippodrome à vois. Orléans. Et je le vois courir une deuxième course, une classe 1 avec Christiane Desmureaux. Je me dis bon pour battre les favoris, mais j'ai pas non plus été impressionné par les 2 favoris qui seront certainement le 1 et le 2. Donc Ça pourquoi sera les pas ce favoris. 5 Plectrophane bleu. Écoute, moi, je vais être beaucoup plus classique. Moi, je vois le 2, hélas, en effet. Mais bon, pourquoi pas, hein. Tout peut arriver. On ne sait pas. Tout peut arriver. T'as Donc, vu quelque le deux est chose, là. Matt? Non, rien de plus. Bon. Il vaut quoi ce Grand Prix de Saint-Cloud, la 5e? Il est relevé. Ah, il est très bien ce Grand Prix de Il Saint-Cloud. est magnifique. Très bien. Bon. Il est magnifique. Il est avec, très lourd. Il est très difficile à pronostiquer. Alors, tu as 2 options. Tu as l'option logique. Moi, je suis un pronostiqueur, je suis un peu trop logique souvent. Mais avant coup, bon, Hurricane Lane, l'année dernière, 3e de l'arc, se rentrer un peu moyenne, un peu décevante dans les Hardwood Stakes. Mais une rentrée. C'est une rentrée, d'accord, mais souvent ils sont prêts dans cette tôle-là. Malgré tout, je vais le reprendre. Et le 4 Mare Australis, qui est un tout bon cheval. Maintenant, on peut essayer plein de choses, notamment l'As Baratis, un cheval que j'adore, qui adore le bon terrain. Je connais pas du tout ses limites. Est-ce qu'il a le niveau? Pas, j'en sais rien, mais je vais le regarder. Le 9 Alpinista, l'année dernière, elle a gagné 5 fois en Allemagne. Elle battait Torquator Tasso et compagnie. Je connais pas non plus ses limites. On peut tout essayer. elle rentre. Et elle rentre. Mais elle aussi. rentre. Elle rentre. Bon, voilà. Mais bon, franchement, à chacun les siens là-dedans. C'est que l'année dernière, Alpinista, elle rentrait. Et elle a gagné. Elle a gagné, ouais. Mais pas contre les mêmes, Et là, Dominique. là, l'inquiétant, c'est que c'est une rentrée tardive. Ouais, mais elle a quand même. Un an d'absence là. Une rentrée tardive. À voir. Non, mais c'est intéressant, c'est sympathique à regarder, quoi. Mais bon, Matt, t'as vu quelque chose? Ben non, mais il a tout bien résumé. Moi, c'est Hurricane Lane, évidemment, et Mare Australis, qui marche sur l'eau tout le temps et qui est très confirmé à ce niveau. Donc. Après, il n'y a pas de déchets. Hein. C'est vraiment non, c'est que très les bon bons chevaux. bouquin. C'est que les tout bons. On n'a pas cité un cheval qui est en progrès chez O'Brien à 4 ans, qui est High Definition, qui reste sur 2 très bonnes perfs pour les places. Moi, mon cœur ira sur Mare Australis. Je vais ramener une piscine d'eau pour que la piste soit un peu plus souple. Trêve de plaisanterie, si le terrain était plus souple, je serais plus Mare Australis que Hurricane Lane. En plus, Olivier Pellier l'a bien en main. Moi, l'année dernière, je le voyais comme un prétendant en l'arc en terrain très souple. Je pense qu'André Fabre le voit sur une tendance de son dernier vainqueur d'Arc de Triomphe. Donc, je serai quand même un Mare Australis et derrière Hurricane Lane. En tout cas, beau Grand Prix de Saint-Cloud. Vous savez que je parle aux chevaux. Alors hier, j'étais à Longchamp et je vais dans l'implantation au moment du Z5 et je vois Man et je lui dis qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Man me regarde, elle me dit écoute, je crois que je vais être 7e, mais t'inquiète pas, je recours dimanche. C'est incroyable. 3 jours, Las, Man. On va la regarder courir. Qu'est-ce qu'on joue dans ce Z5? Pour le coup, c'est un Z5. On aime bien les Z5. Hein. Il y a 16 partants, on fait rien, mais là, ils sont 12. C'est magnifique, un Z5 dans la 6e, le prix Capiello. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, mon cher Benjamin? Écoute, là-dedans, moi j'aime beaucoup le numéro 9, Full Flow, qui est super bien engagé. L'autre fois, elle est 3e d'un quintet sur cette piste. Avant coup, comme ça, c'est la base intégrale. Et j'y oppose numéro 4, Incaman, qui pareil, ça vient bien de se comporter dans une course identique sur cette course. Ça me paraît mais maintenant, Man, t'en parles, ça peut tout à fait être là. Hein. Pourquoi pas? Parce qu'elle a vraiment pas été ridicule dans le Z5. Elle a bien couru, elle a fait un super elle court bout. très bien. Et bon, sa joquette a un peu moins d'expérience aussi qu'Hugo Boutin, qui l'a vraiment au bouton. Moi, je rajouterais pour faire un Z5, il n'y a pas de Z5, si, il y a un Z5. Le 2 Wheel of Chance qui retrouve Saint-Cloud avec des ambitions. La roue de la chance, la roue de la fortune. Et je me pose des questions sur le 6, Mon Vieux Léon, parce que sur sa valeur de l'année dernière, il aurait une toute première chance. Mon Vieux Léon, ça me parle, ça. Matt? Moi, je vais rester sur... j'aime bien jouer un peu en simple gagnant, mais là, c'est pour les parieurs avec le Z5. Le numéro 9, Full Flow en base, je pense. D'accord.
La 7e, handicap de catégorie. On a encore un Z5. Écoutez, comme j'ai dit l'autre fois, dans ce genre de 13, handicap, 12. j'aime bien jouer les maisons. J'aime Oui. bien jouer aussi les belles Kazakhs. Et là, il y a le numéro 4, Born in Purple. Jérôme Régnier, qui a une réussite incroyable cette année dans les handicaps. Je la trouve super bien placée au poids. Je crois que c'est la Kazakh. Moi, ce qui me gêne, c'est ses chevaux. Born in Purple, je vais vous aider. C'est la Kazakh Sunderland Holding. Ce qui me gêne, c'est ces chevaux qui ont couru 3 fois et qui arrivent dans un premier handicap. C'est leur valeur handicap qui se crée en fait au bout de 3 courses, c'est pour ça. Je dis pas ça. Je crois qu'on en a vu un gagner dans cette configuration-là. Ouais, mais quand ils sont bien placés. Quand ils sont bien placés, là, vous me dites qu'il est bien placé. Je pense que c'est bien placé. D'accord. Ok. Vous pensez que c'est bien placé. Le 10 à la corde, oui, pourquoi pas. Donc on tamponne Born in Purple. Thibaut. Je opposerai le 1 Lila de France, qui sera l'une des favorites de la course. Matt. Moi, je vais rester sur une nouvelle fois. Je suis d'accord avec toi, avec Born in Purple, le numéro 4, qui semble détenir les meilleures garanties avant la course. Il m'en faut des autres. Il y a un Z5, on en a 2. Là, on va pas demander à chaque fois de faire X. 3 fois, je crois. Mais toi, ça te plaît pas. Le 9, le 2, ça court 3 fois, non? C'est ça, exactement. I Love You, je crois, de mémoire. Comme I Love You, oui. Et ça avait bien gagné lors de son avant-dernière sortie à Salon de Provence dans un lot qui tenait la route. Et l'autre fois, ils sont quand même venus courir une classe 2 à Paris. Richard Chautard, je pense que s'il revient à nouveau à Paris pour courir un handicap, c'est qu'il doit aussi penser qu'il est correctement placé sur l'échelle des valeurs. Voilà, donc je suis très marseillais, le 4 et le 2 là-dedans. Première épreuve d'un handicap de catégorie, c'est la 8e. 10 au départ. On commence avec toi, Thibaut. On descend. Hein. Là, comment on descend? Ça devient un peu plus compliqué que le début. Oui, c'est vrai. Non, mais on va commencer à descendre. Le 6 in Paradise, je crois, n'a toujours pas ouvert son palmarès. Cette représentante de Pied et Joachim Brandt cherche sa victoire. Le 4 Borderlight est un métronome. Et en 3e, je mettrais peut-être Coral Boy qui a remontré le bout de son nez. Tu préfères pas le lourd, celui-là? La dernière fois, c'était pas lourd. Ouais, c'est ça. Avec l'âge, les chevaux apprécient un peu mieux, supportent mieux le bon terrain quand ils aimaient le lourd au départ. C'est comme moi, avec l'âge, je supporte. Matt. Moi, j'aime beaucoup les chevaux qui sont confirmés sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc le numéro 9, Coral Boy en base, même si tu l'avais déjà mentionné une nouvelle fois. Et pour une surprise, j'aimerais bien essayer le numéro 2, si tu me le demandais. Si tu me le demandais, ça me rappelle une chanson. Et oui, très évidemment. Bien, la 9e. Et attends, j'ai pas le droit de parler, ça y est, je suis pardon, puni. Benjamin. Je crois que personne n'en a parlé. Le 8 Souloum Alpic, personne n'en a parlé, non? Non, personne n'a rien dit sur À mon avis, si personne n'en a parlé, ça va être dur de toucher la course sans Souloum Alpic. Qui vient d'échouer du minimum pour le succès sur ce tracé. Toi, t'aimes bien les chevaux. Ouais, j'aime bien et ça fera un Z4 ordre. Et ça fera un Z4 ordre, voilà. Eh ben, mais nickel. Voilà. La 9e, handicap tout court. Il y a du handicap. Franchement, à part le Grand Prix, c'est une réunion très très commune. Hein. Je suis d'accord. C'est vrai que le Grand Prix est magnifique, cela dit. Donc ça rattrape le reste. On a un magnifique groupe 1. Le reste, c'est vrai que c'est un peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Grand Prix de Saint-Cloud ce niveau-là. Je suis d'accord. Là, elle est très dure. C'est des fameux handicaps où tu as de très bons chevaux. C'est les handicaps fermés là, pour les chevaux qui ont couru des classes 1 ou des classes 2. Donc tu as des chevaux de qualité. Moi, j'aime bien le 7 Antelope Canyon qui a des bonnes lignes. 38,5 de valeur, ça me paraît être correct. Et j'y oppose Bevan qui vient d'être 3e du prix des Épinettes. Pour le coup, c'est un cheval qui a prouvé qu'il était à sa valeur. Donc le 7 et le 8. Je passe celle-là. Moi, j'ai tenté le numéro 7, Honeymoon. C'est vrai que la dernière fois. Non, c'est pas le 7. J'ai dit une bêtise. Honeymoon, c'est pas dans celle-là. C'est dans la 10. C'était mon chocolat de la Réunion. On y viendra. Désolé. Tu as sauté la course. On est sur la 9e, Matt. Et ben sur la 9e, on va peut-être faire confiance au numéro 6, Hypoténus. L'entraînement de Carlos Lafont-Parias, je trouve que c'est très très bien. Ça reste sur une belle victoire. Et normalement, ça semble être en mesure de pouvoir confirmer. Il y avait de la marge la dernière fois. Très bien. Voilà, la 10e, on commence avec toi. T'as le pénalty de la 10e. Ouais, non, j'aime bien. T'as les clés de l'hippodrome. Non, j'ai les clés de l'hippodrome. Bon, je l'ai pas touché la dernière fois, donc j'aime bien insister sur les chevaux. J'aime bien le numéro 7, Honeymoon, Dominique. Honeymoon. Ouais, qui avait terminé 8e la dernière fois. C'était pas si mal. Il y avait 16 partants sur cet hippodrome de Saint-Cloud. Et je pense, elle était déjà très en vue. Ça, j'aime beaucoup. Il y avait des bruits favorables avec le numéro 7, Honeymoon. Je vais lui faire de nouveau confiance parce que ce qu'elle avait montré sur l'hippodrome de Fontainebleau et sur l'hippodrome de Chantilly, il semble qu'elle soit en mesure de surprendre. Je pense qu'elle devrait être en vue, mais il devrait avoir 10-12 contre 1, Dominique. Donc je vais partir sur c'est ma base. Et Rosalie, c'est de la merde? Non. Non, Rosalie, c'est numéro 13, on sait pas Benjamin.
Écoute, là-dedans, j'aime beaucoup le numéro 5 Shatterhand. Le problème, c'est qu'il a tiré le numéro 18 dans les stalles. Ça me dérange un peu. Et je suis curieux de voir le numéro 4 Moasa qui vient de très bien courir à Compiègne. C'était ma note. C'est la première fois qu'elle court sur une distance aussi longue, mais je pense que ça va l'arranger. Donc le 5 et le 4. J'espère qu'on aura touché d'ici là, mais si on n'a pas touché d'ici là, pourquoi pas pour une place anonyme qui fait de temps en temps de bonnes courses, en mieux en bon terrain, et pourquoi pas pour un The Couillon, le 12 Sharky, donc pour une 4e place, qui a remontré le bout de son nez dernièrement à Amiens, et qui, sur ses meilleures valeurs, est capable de rivaliser dans un autre genre. Vous nous en parlez jamais du The Couillon. Est-ce que vous le touchez souvent ? Mais je touche des gagnants et des œufs couillons, Dominique, très souvent, et les auditeurs qui regardent ici ont pari aussi, à mon avis. Et des œufs chauds aussi ? Moins, plus, 1er ou 4e. Premier ou 4e. Je suis très 4-1, je suis très poète. Moi, je suis plutôt The Super Couillon, et il n'y a pas The Super Couillon où tu as le 5e. Tu vois, parce qu'il paraît que je suis fort au 5e. Hier dans le Quintet, non, dans le Z5 peut-être, avec Astrologia qui va certainement, la dernière minute de RTL. Qui va certainement se rapprocher du podium la prochaine fois. C'est-à-dire qu'elle est pleine, déjà. Donc, elle a encore 2 mois, c'est ça Un mois, ouais. 1 mois et demi, 2 mois. Ouais, ça doit être ça. Bon, voilà. On s'est tout dit, je pense, non ? On a fini ? Lundi, non, tu veux ? Lundi, vas-y. Il y a un quintet, mais bon, je veux pas. Si, vas-y. C'est un quintet en steeple à Clairefontaine. Ouais. Où je pense qu'il faut prendre les 2 protégés de Daniel Amélé, le 11 Polorius et le 10 Pragelor. Ouais. Et je mets 2 fois plus sur Pragelor qui m'a vraiment plu. Ouais. Il était magnifique au rond la dernière fois pour sa rentrée. Pragelor même plus que Polorius pour moi. Ok, et j'aime bien là-dedans le 13 Motu Farwan, une protégée de David Cotin qui avait super bien gagné lors de son avant-dernière sortie à Auteuil, en gentleman. Ouais. Voilà. Alors vous voyez, c'est pas mal quand même. On parlait tout à l'heure des changements d'horaire. Puisqu'on aura 20h15, je crois que c'est le lundi et le mardi, on aura 18h. Le mardi, le mercredi et le jeudi... 20h15. Le mercredi, le jeudi, le vendredi, 20h15. Et le samedi et le dimanche, 15h15. 15h15. C'est pas mal. 18h, c'est bien. C'est sans doute le meilleur horaire. Parce que les gens... on entre dans une période estivale. À 18h, les gens sortent ou s'apprêtent à sortir du travail. Donc, ils ont le temps de passer... au bar PMU ou aller valider leur jeu. 20h15, c'est beaucoup trop tard. On m'a posé la question, Dominique, je trouve que c'est l'idéal, même pour faire découvrir les courses, je trouve, parce que c'est le moment de l'apéro, on va dire 18h30, 19h30. 18h30, 18h, c'est un peu tôt. On s'en jette un petit, c'est un peu tôt. Et on passe un bon moment, et on peut même faire découvrir auprès de ceux qui connaissent pas forcément les courses. Vous voyez, là, on leur a rien demandé, ils l'ont fait. On se trouve, c'est une bonne initiative. Belle initiative. Ça mérite d'être creusé en se disant que 18h, c'est peut-être un poil tôt, 20h15, c'est peut-être un poil tard, et que le meilleur horaire serait sans doute 18h30. Mais parce qu'on l'a dit, ils ne le feront pas, vous savez comment ça se passe. En tout cas, il y a des changements, ce qui n'est pas on essaye des choses. Donc là, on essaye, mais on peut se dire que ça va peut-être évoluer dans moi, je veux bien qu'on essaye, mais j'aimerais surtout que l'on réussisse. Vous étiez sur Radio Balance. On remercie ceux qui ont permis à la réalisation de cette émission. On commencera d'ailleurs avec lui, Arthur Maggioli, qui est notre réalisateur. Je remercie Benjamin. Merci Benjamin. Merci à vous. Merci Thibaut Ackermann. C'est un plaisir de vous voir. Vous faites rare, on vous l'a déjà dit. Ce qui est rare et cher. Ce qui est rare et cher, je vous suis cher, mon cher Dominique. Mathieu Zaccanini, les courses RMC, on a qui comme invité demain ? C'est en cours de négociation, Dominique. Vous allez me demander les numéros de téléphone encore. Non, pas cette fois-ci. On a notre petite idée. Voilà. Surtout pour samedi en Anguin. Il y a un scoop ou quoi ? Samedi en Anguin ? Oui, samedi en Anguin, c'est pas mal. Très bien. On a 2-3 chevaux. On remercie Alexandre de Koopman et puis tous nos invités. On a parlé bouquins, littérature, cheval. Très intéressant. Dans les littératures, c'est une émission très intéressante avec Thérèse Rêvé, je le rappelle, La course parfaite, la biographie de François Maté, Jean-Louis Gouraud, L'homme, un fou de cheval, tel qu'il se définit lui-même. C'est d'ailleurs le titre de son dernier ouvrage. Et bien sûr, Jean-François Prey, qui vient de sortir Mansour, avec son héros Langsamer, le polar au milieu des chevaux. Vous étiez sur Radio Balance. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci de nous suivre sur les réseaux. À très très vite, ciao. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.